La naissance des forteresses. Pourquoi l'Europe avait besoin de châteaux, et vite. Bien avant que l'Europe ne soit parsemée de majestueuses tours de pierre et d'immenses remparts, le continent n'était qu'un patchwork de forêts, de collines et de villages isolés, vulnérables aux raids soudains et au chaos. La vie à cette époque était précaire. Un jour, une famille pouvait cultiver ses champs en paix, et le lendemain, des étrangers armés d'épées et de torches pouvaient tout ravager. C'était un monde où la sécurité n'était jamais garantie, et où chacun, paysan, marchand, même petit seigneur, rêvait d'un refuge capable de renverser le cours du danger. Ce besoin, urgent et viscéral, donna naissance aux premières forteresses. Tu vois, les châteaux ne sont pas nés comme les palais romantiques de pierre que l'on imagine aujourd'hui. Ils étaient une réponse rapide à une Europe en plein bouleversement. La chute de l'Empire romain avait laissé le pouvoir éparpillé, et sans autorité centrale assez forte pour maintenir l'ordre, les dirigeants locaux durent se protéger eux-mêmes. Une forteresse n'était pas seulement une maison, c'était une déclaration. Nous survivons et nous détenons le pouvoir. En construire une relevait d'abord de la survie, et ensuite du prestige. Les premières forteresses étaient simples mais efficaces. Des palissades de bois, des buttes de terre, et de modestes tours de guet s'élevaient sur des collines, le long des rivières ou aux croisements stratégiques. Chaque détail comptait. Une colline offrait un point de vue, une rivière ralentissait les assaillants, et la proximité d'une route permettait une communication rapide. Ces forts étaient entreconstruits à la hâte, souvent par des communautés entières unissant leurs forces. Chaque pierre ou chaque morceau de bois devenait un bouclier contre l'incertitude. Fait intéressant, la rapidité de construction influença directement leur conception. Les bâtisseurs devaient équilibrer défense et efficacité. C'est pourquoi beaucoup de châteaux précoces étaient petits, compacts et faciles à fortifier rapidement. Leurs murs de bois, bien que vulnérables au feu, pouvaient s'être érigés en quelques semaines ou mois, plutôt qu'en années. Et à mesure que les menaces évoluaient, les pillards devenant plus audacieux, les seigneurs voisins plus ambitieux, les forteresses s'adaptèrent, donnant naissance à des innovations qui allaient marquer l'architecture médiévale pendant des siècles. L'impact psychologique d'une forteresse était aussi important que sa solidité. Les villageois pouvaient dormir plus sereinement, sachant qu'un lieu sûr les attendait. Les pillards, eux, savaient qu'attaquer même un modeste fortifié pouvait leur coûter cher. Ces structures primitives inspiraient le respect, même si le seigneur qui y résidait venait à peine de gagner en pouvoir. Le pouvoir, dans l'Europe médiévale, ne dépendait pas seulement des armées, il se mesurait aussi aux symboles. Et rien ne symbolisait autant la sécurité et le contrôle qu'une forteresse surgissant soudainement dans le paysage. C'est fascinant de voir à quel point la nécessité a stimulé la créativité. Dans certaines régions, des réseaux entiers de forteresses apparurent, presque du jour au lendemain, reliés par des routes et des systèmes de signaux. Elles devinrent l'épine dorsale de la défense locale, les ancêtres des châteaux plus élaborés qui suivraient. Tu peux encore reconnaître ces débuts modestes, en observant les énormes donjons et les vastes forteresses qui dominent le ciel européen dans les siècles suivants. Cette histoire, comment de simples forts de bois sont devenus les châteaux emblématiques de pierre, arrive très bientôt dans les prochaines parties. Pour l'instant, imagine cette première butte de terre, quelques murs de bois, une tour de guet à peine dressée dans la brume du matin. Les gens rêvaient déjà de la sécurité qu'elle promettait. Ils travaillaient sans relâche pour protéger leur famille, souvent en silence, toujours sous la menace. Et même si aujourd'hui ces premiers forts paraissent modestes, voire fragiles, ils étaient révolutionnaires pour leur époque. C'était les premières vraies réponses de l'humanité face au chaos, un pas concret vers le monde fortifié que nous associons désormais à l'Europe médiévale. Si ce voyage à travers la naissance des forteresses européennes te plaît, n'oublie pas de liker cette vidéo. Notre objectif est d'atteindre 1000 mentions « j'aime ». Chaque clic aide à faire vivre l'histoire et nous motive à t'apporter encore plus d'anecdotes fascinantes sur les châteaux, les batailles et les hommes qui les ont façonnés. Et dans la suite, nous verrons comment ces premières forteresses ont jeté les bases des immenses donjons de pierre, des tours de guet et des défenses ingénieuses qui ont transformé l'Europe médiévale en un continent de gardiens de pierre. Mais pour l'instant, garde en tête l'image de cette première forteresse, une création humble et urgente, surgie de la terre, née de la nécessité, de la peur et de l'ambition. Murs de pierre et sombres secrets. Réinventer la défense à jamais. Il fut un temps où une simple clôture en bois suffisait à tenir un voleur à distance, voire
une petite bande de pillards. Mais à mesure que les royaumes grandissaient et que les ambitions s'affrontaient, ces barrières fragiles devinrent ridiculement insuffisantes. Soudain, l'enjeu n'était plus seulement un cheval volé ou un sac de grains, c'était le pouvoir, les terres et la vie elle-même. C'est alors que la véritable transformation commença. L'essor des murs de pierre épais, imposants et pleins de secrets, murmurant à la fois protection et terreur. Les bâtisseurs médiévaux découvrirent bien vite que le bois, si haut ou renforcé soit-il, pouvait brûler, être brisé ou arraché avec assez de détermination. La pierre, elle, possédait une résistance obstinée. Elle ne craignait ni le feu ni les béliers, et elle portait un message silencieux. Celui qui vivait derrière ces murs ne se cachait pas, il défiait quiconque d'essayer. Mais il ne s'agissait pas simplement d'empiler des pierres. Chaque couche, chaque angle, chaque courbe était calculée pour frustrer les envahisseurs. Et à l'intérieur de ces murs, des secrets connus seulement des habitants du château, des pièces cachées, des escaliers étroits s'enroulant comme un labyrinthe, et des meurtrières conçues pour réserver de cruelles surprises à ceux qui tentaient de forcer l'entrée. Pensez, un mur n'est pas qu'une barrière, c'est un compteur. Sa hauteur raconte la richesse et la détermination du Seigneur. Son épaisseur parle des menaces qu'il a affrontées. Même les irrégularités, les bosses et les angles n'étaient pas des erreurs. C'était du génie défensif destiné à briser les lignes de vue, à désorienter les assaillants et à les canaliser vers des pièges. Un mur plat se prend d'assaut facilement, mais un mur ponctué de tours, de créneaux et d'alcôves cachées. C'est un cauchemar pour quiconque porte une échelle. Et pourtant, les murs de pierre n'étaient pas que des symboles de force brute, ils étaient aussi des armes psychologiques. Se tenir au pied d'un immense rideau de granit, c'était déjà se sentir écrasé, intimidé. Avant même qu'une épée ne soit tirée, la peur avait déjà commencé son travail. Les défenseurs l'exploitaient avec brio, lançant des flèches ou de l'huile bouillante depuis les hauteurs, pendant que les attaquants luttaient contre la gravité et la terreur. Chaque bloc de pierre murmurait le même avertissement. Abandonne maintenant ou paie le prix. Mais la véritable magie de ces murs résidait souvent à l'intérieur, pas seulement dans les passages secrets ou les escaliers cachés, bien que fascinants, mais dans la manière même dont ils étaient conçus pour durer des siècles. Le mortier, souvent mélangé à de la cendre ou de la chaux, offrait une étonnante souplesse qui empêchait les murs de se fissurer sous leur propre poids. Les fondations étaient creusées profondément dans le roc, et les angles renforcés par des tours servant à la fois de postes d'observation et de points de défense. Chaque détail d'un mur en pierre visait à résoudre un problème, repousser les machines de siège ou empêcher les tunnels d'attaque de provoquer un effondrement. Bien sûr, ces murs n'étaient pas invincibles. La technologie de siège allait évoluer, et le feu et les béliers furent remplacés par les catapultes, les trébuchets, puis les canons à poudre. Mais à leur apogée, ces fortifications représentaient une révolution dans l'art de la défense. Elles transformèrent les châteaux en symboles de pouvoir durable. Elles permirent aux seigneurs et aux rois d'affirmer leur autorité, sûrs que leurs demeures n'étaient pas seulement des refuges, mais de véritables bastions presque imprenables. Et voici ce que beaucoup ignorent. Derrière ces murs de pierre monumentaux se cachèrent des trésors d'ingéniosité et de secrets dignes des plus grands architectes modernes. Des pièces dissimulées pour les archers, de fausses portes pour désorienter l'ennemi, et des couloirs étroits permettant aux défenseurs de frapper puis de disparaître. Tout cela faisait des murs de pierre bien plus qu'une simple barrière physique. C'était un échiquier, une scène, parfois même une prison, selon qui s'y trouvait enfermé. Quand l'Europe médiévale entra dans sa pleine maturité, les murs de pierre devinrent bien plus que de la pierre. Ils étaient à la fois une déclaration, une promesse et un avertissement. Se tenir devant eux, c'était affronter non pas seulement de l'architecture, mais des siècles d'expérience, de peur et de stratégie gravés dans chaque bloc. Et même si l'arrivée de la poudre à canon finit par les défier, l'ombre de ces murs plane encore aujourd'hui, témoin d'une époque où se défendre signifiait dominer la peur, la connaissance et le pouvoir. Les murs de pierre n'étaient pas faits seulement pour durer. Ils étaient faits pour dominer, dissimuler et murmurer les secrets de ceux qui savaient défendre, tromper et survivre. Chaque château encore debout en porte les échos, racontant une histoire de stratégie, de mystère et d'ingéniosité humaine qui continue de captiver tous ceux qui osent regarder au-delà de la surface. Douves, marais et boucliers d'eau, la nature comme arme.
Les châteaux ne surgissaient pas seulement de la terre, ils s'y fondaient, transformant la nature en alliés dans l'art de la défense. On pourrait croire que leur puissance venait de leurs murs épais ou de leurs hautes tours, mais souvent, la véritable barrière n'était pas bâtie. Elle coulait, ondulait et parfois empestait. L'eau, cette arme discrète et sous-estimée de la fortification médiévale, jouait un rôle à la fois ingénieux et impitoyable. Pensez à ce qu'affronte une armée en marche, le paysage. Les seigneurs du Moyen-Âge ne laissaient rien au hasard. Les marécages ralentissaient la cavalerie, les champs boueux engloutissaient les charrettes, et les rivières séparaient les troupes avant même qu'elles n'atteignent les murs. Mais la pièce maîtresse, c'était la douve. Large, profonde, souvent remplie d'eau, elle n'était pas qu'un fossé, c'était un piège psychologique et tactique. Les soldats ne pouvaient pas se ruer sur les portes, ils devaient d'abord traverser une zone d'eau où ils étaient totalement exposés. Certaines douves étaient alimentées par des rivières détournées, créant de véritables lacs artificiels reflétant le soleil et l'ombre imposante du château, lui donnant l'air plus grand, plus redoutable, presque invincible. Certains seigneurs faisaient preuve d'une imagination remarquable. Au-delà des simples douves, ils creusaient des réseaux entiers de canaux et d'étangs, parfois remplis de poissons ou d'animaux dangereux. Le simple aspect d'une eau trouble et stagnante suffisait à décourager les plus téméraires. Imaginez avancer péniblement dans la boue, sans savoir si vous marchez dans une flaque ou dans un gouffre prêt à engloutir chevaux et soldats. Cette incertitude seule était une arme. Et si l'on pense souvent aux murs et aux remparts, il est fascinant de constater que bien des batailles étaient gagnées avant même la première flèche, simplement grâce à la maîtrise du terrain. Les champs inondés n'étaient pas de simples obstacles. Certains châteaux pouvaient libérer volontairement l'eau, transformant les alentours en marais impraticables, ralentissant les sièges pendant des mois. La nature devenait une extension de la stratégie. Marais, canaux et tourbières étaient surveillés et manipulés comme des pièces d'échiquier. Une armée qui sous-estimait ses défenses naturelles risquait non seulement l'échec, mais la destruction. Et tout cela bien avant que la poudre à canon ne vienne changer les règles de la guerre. L'efficacité de l'eau n'était pas seulement physique, elle était aussi psychologique. Une douve profonde et brillante pouvait faire hésiter même le plus valeureux des chevaliers. Ajoutez à cela le bruit de l'eau, l'odeur des marécages et la silhouette menaçante du château se reflétant à la surface, et vous comprendrez comment l'eau amplifiait l'aura d'invincibilité. Les assaillants ne combattaient pas seulement une forteresse, ils luttaient contre la fatigue, la peur et le doute. C'est pourquoi beaucoup des châteaux les plus célèbres d'Europe furent construits près des rivières ou des zones de marée, transformant le paysage entier en allié silencieux mais redoutable. Bien sûr, ces défenses aqueuses avaient leurs défis. Entretenir une douve, surtout alimentée par une rivière ou la pluie, demandait une planification minutieuse. Trop d'eau, et le château risquait l'inondation. Trop peu, et la défense perdait son efficacité. L'eau stagnante pouvait aussi provoquer des maladies, affectant aussi bien défenseurs qu'assaillants. Les seigneurs devaient donc trouver l'équilibre parfait, ajustant sans cesse leur bouclier d'eau. Mais le résultat en valait la peine. Une douve ou un marais pouvait décupler la puissance défensive d'un mur de pierre. Et même si nous verrons plus tard d'autres dispositifs ingénieux, comme les meurtrières ou les passages secrets, il est fascinant de voir comment la nature elle-même faisait partie de l'arsenal médiéval. L'eau n'était pas passive, c'était un outil, une arme et parfois même un message. Elle disait à toute armée approchant, « Le seigneur de ce château a tout prévu, avancer, c'est périr. » Aujourd'hui, quand les visiteurs se promènent autour de ces anciennes douves ou longeant les terrains marécageux des châteaux, il est facile d'oublier à quel point tout cela était stratégique. Chaque ondulation, chaque étang, chaque canal était calculé, un allié silencieux dans la défense médiévale. La nature, façonnée par l'ingéniosité humaine, décidait du sort des batailles, protégeait des vies et consolidait la réputation des seigneurs comme maîtres non seulement de la pierre, mais aussi de la terre elle-même. Au final, ces boucliers d'eau nous rappellent qu'il n'est pas toujours besoin de murs ou d'armes pour se défendre. Parfois, la plus grande force réside dans la capacité à transformer le monde qui nous entoure en alliés, une puissance qui protège, intimide et triomphe. Les châteaux ne faisaient pas que s'élever, ils coulaient, s'étendaient et se défendaient avec la force silencieuse et implacable de l'eau. Secrets à l'intérieur des murs, passages cachés et tunnels d'évasion. As-tu déjà marché près d'un château en te demandant quel mystère se cachait
derrière ces épais murs. En réalité, les châteaux médiévaux n'étaient hantés pas seulement des tours hautes et des portes massives, c'étaient de véritables labyrinthes de secrets, conçus autant pour la survie que pour la beauté. Les passages cachés et les tunnels d'évasion étaient les veines invisibles de ces forteresses, une promesse silencieuse que, même si un château tombait, ceux qui s'y trouvaient pouvaient s'échapper, invisibles et indemnes. Ces passages secrets sont nés d'un besoin vital, à une époque où les sièges pouvaient durer des semaines, des mois, voire des années. La survie d'un seigneur dépendait parfois d'une seule issue, soigneusement dissimulée. Imagine-toi piégé derrière de hauts murs de pierre pendant que l'ennemi martèle les portes. Chaque fenêtre pourrait devenir la cible d'une flèche, chaque porte une embuscade. Mais le passage secret offrait une lueur d'espoir, un étroit couloir taillé dans la pierre, un tunnel s'enfonçant sous terre, ou encore un escalier dissimulé derrière un panneau de mur. C'était un peu l'équivalent médiéval d'une trappe de secours, mais bien plus palpitant et bien plus dangereux à emprunter. Certains de ces passages étaient incroyablement bien cachés. Ils pouvaient commencer derrière une simple bibliothèque, une alcôve de cheminée ou une armoire, menant à un couloir sinueux que personne ne soupçonnait. D'autres serpentaient sous le château, parfois jusqu'à des rivières, des forêts ou même des domaines voisins. La sortie pouvait déboucher dans une grange, un jardin ou un bosquet sombre, permettant aux occupants de disparaître sans laisser de traces. Chaque tunnel représentait un équilibre délicat entre secret et utilité. Trop étroit ou trop tordu, il devenait inutile. Trop évident, il n'était plus un secret du tout. Ces routes cachées ne servèrent pas seulement à fuir. Certaines déternent consuls pour transporter des provisions, des messages ou des soldats sans alerter les assaillants. Pendant un siège, un tunnel secret pouvait acheminer de la nourriture aux défenseurs ou permettre à des renforts d'entrer discrètement. Dans certains cas, ces passages devenaient même des armes psychologiques. Les assaillants pensaient le château complètement isolé, jusqu'à ce que les défenseurs surgissent, là où on ne les attendait pas, renversant le cours du siège par une surprise aussi soudaine qu'inquiétante. La construction de ces passages relevait d'un véritable art. Les bâtisseurs devaient tenir compte de la solidité de la pierre, de la ventilation et de la discrétion des sorties. Dans certains châteaux, les tunnels étaient renforcés par des arches de bois ou de pierre pour éviter l'effondrement. Dans d'autres, on profitait de formations rocheuses naturelles, en creusant directement dans le roc. Le résultat, un réseau souterrain souvent invisible à l'œil nu, s'étendant sur des dizaines de mètres, mais pouvant sauver des vies en cas de crise. Fait fascinant. Certaines de ces structures secrètes n'ont été redécouvertes que plusieurs siècles plus tard. Des archéologues ont mis au jour des tunnels oubliés, scellés ou si bien cachés qu'aucune trace écrite de leur existence n'avait survécu. Chaque découverte ressemble à l'ouverture d'une capsule temporelle, un aperçu des stratégies, des peurs et de l'ingéniosité du Moyen-Âge. Et dans certains châteaux, la légende raconte encore l'existence de tunnels perdus, menant peut-être à des trésors, à des refuges, ou simplement à l'obscurité. Les passages secrets révèlent aussi le côté humain de la vie dans les châteaux. Les seigneurs et les dames n'étaient pas de froides figures de pierre. Ils étaient prudents, rusés et ingénieux. Ils prévoyaient les trahisons, les embuscades et les attaques soudaines, tissant un réseau de chemins discrets pour se protéger eux-mêmes et leurs maisonnées. Les serviteurs et les chevaliers connaissaient souvent ces passages, formés à les emprunter en cas d'urgence. Tout reposait sur la confiance, le secret et la certitude que la survie dépendait parfois de celui qui connaissait le mieux les murs. Et pourtant, ces tunnels nourrissaient aussi les histoires. Beaucoup de légendes, de récits de fantômes et de mystères de châteaux tournent autour de ces passages secrets. Des pas qui résonnent dans des couloirs invisibles, des murmures de trésors oubliés ou des fuites miraculeuses ayant changé le cours d'une bataille. Ils ont nourri l'imaginaire et le mystère, transformant les châteaux en véritables théâtres de drame, de suspense et de ruse. Alors, la prochaine fois que tu admirerais une forteresse médiévale, pense à ce qui se cache derrière ces murs, car pour chaque rempart, pont-levis ou meurtrière, il existe peut-être un passage tortueux que nul ne voit, un rappel silencieux de l'ingéniosité, de la peur et du courage qui ont façonné le monde médiéval. Ces tunnels secrets n'étaient pas seulement des voies d'évasion, ils étaient une bouée de sauvetage, un atout stratégique, et la preuve de ce que les humains sont prêts à imaginer pour survivre. Dans l'ombre de la pierre et du mortier, les secrets patientaient, façonnant en silence le destin de ceux qui savaient les trouver. Des débuts boueux aux couloirs cachés, les châteaux étaient bien plus que de la pierre et du bois.
Ce sont des forteresses vivantes, pleines de stratégie, de mystère et de survie, dont les murs portèrent des histoires bien plus riches que ce que l'on pouvait voir. Cuisine, chapelle et curiosités de château. Quand on pense à un château, on imagine souvent des murs immenses, des cachots sombres ou des chevaliers s'affrontant sur les remparts. Mais la vie à l'intérieur de ces géants de pierre était bien plus fascinante et souvent étonnamment étrange. Les châteaux n'étaient pas que des forteresses, c'étaient de véritables petits mondes, chacun avec son rythme, ses odeurs et ses bizarreries, révélant comment les gens du Moyen-Âge vivaient, priaient et même trouvaient des distractions au milieu de la pierre et des ombres. Et si tu crois que les châteaux n'étaient que des lieux austères, attends de découvrir les curieuses surprises qu'ils cachaient à vue d'œil. Commençons par les cuisines. On pourrait s'imaginer une pièce tranquille, où quelques cuisiniers préparent des repas en silence. Mais la réalité était un chaos organisé de feu, de fumée et de bruit. Les cuisines étaient immenses, souvent situées dans des bâtiments séparés ou aux niveaux inférieurs pour éviter les incendies. De grands foyers flambaient jour et nuit, nourrissant seigneurs, chevaliers et domestiques. La fumée s'échappait par des cheminées ingénieusement construites, et l'air était chargé des odeurs de viande rôtie, de pain frais, et parfois d'arômes moins agréables issus des côtés moins glorieux de la cuisine médiévale. De gigantesques chaudrons faisaient bouillir des ragoûts pour des dizaines de personnes, tandis que les serviteurs couraient en tous sens portant des plateaux, surveillant les broches et esquivant de temps à autre un départ de feu. Un risque du métier, dans n'importe quel château animé. On peut facilement imaginer le tumulte lorsque plusieurs festins se préparaient en même temps, le fracas des casseroles, les cris des cuisiniers et le bourdonnement constant d'activité qui maintenait la forteresse en vie. La nourriture n'était pas qu'une question de survie, c'était une démonstration de statut. Les cuisines reflétaient la hiérarchie du château. Les seigneurs et les dames se régalaient de mets luxueux, tandis que soldats et serviteurs mangeaient plus simplement. Mais tous dépendaient de ces cuisines animées, véritable cœur battant de la vie du château. Derrière les feux rugissants, on échangeait des nouvelles, on colportait des rumeurs, et parfois on accomplissait de petits actes de bravoure, un serviteur s'élançant dans la fumée pour sauver un pain tombé, ou un cuisinier improvisant quand un ingrédient essentiel venait à manquer. Ces cuisines vibraient d'énergie, de chaleur et d'un charme imprévisible, contrastant avec la discipline rigide du reste du château. Mais les châteaux n'étaient pas seulement des lieux de festin, ils étaient aussi des centres spirituels. Des chapelles, souvent nichées dans un coin, une tour ou une grande salle, reflétaient la profonde religiosité de l'époque. Les seigneurs et leurs familles y assistaient chaque jour à des prières, messes ou cérémonies. Ces chapelles n'étaient pas de simples pièces fonctionnelles, elles étaient hautement symboliques. Leurs vitraux, autels sculptés et fresques détaillées, rappelaient à tous que le pouvoir spirituel valait bien le pouvoir terrestre. Même leur emplacement était souvent stratégique, visible depuis la grande salle ou la cour, rappelant discrètement la présence constante de la foi au cœur de murs bâtis pour la guerre. La religion imprégnait chaque aspect de la vie du château, des prières matinales des serviteurs aux offices solennels de la noblesse. Les chapelles servaient autant à la dévotion qu'à la diplomatie, où l'influence de l'Église croisait celle du Seigneur. Au-delà des cuisines et des chapelles, les châteaux regorgèrent de curiosités révélant le côté humain du Moyen Âge. Certains possédaient des latrines élaborées, construites pour évacuer les déchets loin des zones de vie, un vrai progrès d'hygiène pour l'époque, même si l'odeur laissait parfois à désirer. Des placards secrets ou petites pièces dissimulées servaient à cacher des objets précieux, des lettres ou parfois des amours interdits. On trouvait aussi des touches fantaisistes, des animaux sculptés dans les poutres, des gargouilles aux expressions malicieuses ou de minuscules jardins cachés entre les remparts. Ces bizarreries n'étaient pas anodines. Elles reflétaient la créativité, l'humour et le sens pratique de leurs habitants. Elles rappellent ce que les médiévaux savaient s'amuser, inventer et décorer, même dans des lieux faits pour la défense. Les quartiers des serviteurs, souvent négligés, étaient le centre nerveux du château. C'est là que se géraient les tâches du quotidien. Entretenir le feu, porter des messages, nettoyer, organiser les repas. Les seigneurs et les chevaliers recevaient les honneurs, mais sans ces travailleurs discrets, rien ne fonctionnait. Leurs espaces, ingénieusement conçus, mêlaient escaliers étroits, couloirs minuscules et recoins de rangement astucieux. C'est là que circulaient les rumeurs, les secrets, et parfois des alliances inattendues, au cœur des activités quotidiennes.
Ces lieux modestes vibraient d'autant de vie et de drame que les grandes salles au-dessus d'eux. Et bien sûr, il y avait les espaces de divertissement. Les châteaux, célèbres pour leur guerre, étaient aussi des centres de fêtes, de musique et de danse. Les grandes salles servaient à la fois de salles à manger, de salles de bal et de lieux de spectacle. Les tapisseries aux murs n'étaient pas que décoratives, elles absorbèrent le son, montrèrent la richesse et racontèrent parfois des histoires. La musique résonnait dans les couloirs de pierre, les danseurs tournaient sur les sols usés. Et les chansons des ménestrels se mêlaient aux rires et au tintement des couverts. Ces moments offraient un répit bienvenu aux habitants, une bouffée d'humanité au milieu des tensions et des batailles. Chaque recoin d'un château avait une fonction, mais aussi une personnalité. Les portes cachées, les sculptures étranges ou les couloirs biscornus n'étaient pas des erreurs, c'étaient des choix, nés d'un mélange de logique, de superstition et parfois d'humour. Certaines bizarreries servaient à tromper les envahisseurs, d'autres à amuser ou apaiser les habitants. Un escalier en biais pouvait ralentir un ennemi, tandis qu'un petit animal sculpté dans un coin pouvait faire sourire un domestique épuisé. Les châteaux n'étaient pas seulement faits pour survivre, ils étaient faits pour vivre. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont ces éléments coexistaient avec les aspects les plus redoutables du château. Le même édifice qui abritait des archères et des herses protégeait aussi des cuisines pleines de vie, des chapelles baignées de prières et des recoins secrets chargés de mystères. Ces forteresses mêlaient la guerre et la tendresse, la peur et la convivialité, rappelant que la vie médiévale était faite de contrastes. Encore aujourd'hui, en parcourant un château, on peut deviner ce rythme, l'écho des cuisines d'autrefois, le calme sacré des chapelles et les petites curiosités qui rendent chaque lieu unique. Elles révèlent un monde où survie, foi, ingéniosité et créativité s'entremêlaient, offrant un aperçu vibrant de la vie médiévale au-delà des batailles. En fin de compte, les châteaux étaient des organismes vivants. Chaque foyer, hôtel et recoin étrange racontent une histoire, celle de gens faits de courage, de foi, d'habitude et d'un soupçon d'excentricité. Ce sont ces touches humaines, dissimulées derrière les murs de pierre, qui continuent à nous fasciner des siècles plus tard. Des cuisines fumantes aux chapelles paisibles, jusqu'aux curiosités pleines de fantaisie, chaque détail ouvre une porte sur la vie quotidienne médiévale et nous rappelle que l'histoire n'est pas faite que de batailles, mais aussi d'humanité. Récits de sièges et de survie. Les châteaux qui ont défié des armées. La guerre planait comme une ombre sur l'Europe médiévale, toujours présente, toujours menaçante. Les châteaux étaient bien plus que des bâtiments. C'étaient des scènes où le courage, la ruse et la ténacité affrontaient la brutalité des armées ennemies. Certains châteaux ne furent pas seulement des forteresses, ils devinrent des légendes, tenant tête à des envahisseurs qu'on croyait invincibles. Ces histoires ne parlent pas seulement de murs et de catapultes, mais de volonté humaine, de stratégies ingénieuses et de ces moments incroyables où l'impossible devenait réalité. Imagine un château assiégé de toutes parts, ses murs bombardés jour et nuit, ses portes ébranlées sans répit. À l'intérieur, les défenseurs, en infériorité numérique, voient leurs provisions s'amenuiser et le moral vaciller. Beaucoup auraient capitulé, mais pas eux. Ici, la reddition n'existait pas. Les commandants usaient de toutes les ruses, huile bouillante versée des remparts, sorties nocturnes par des tunnels secrets pour chercher du renfort, attaques éclairs pour saboter les engins de siège. Chaque geste comptait, car une seule erreur pouvait signer la fin du château, et de tous ceux qui s'y abritaient. Les sièges pouvaient durer des mois, mettant la résistance à l'épreuve. La nourriture se raréfiait, l'eau devenait précieuse, et les maladies s'insinuaient parfois entre les murs les mieux défendus. Pourtant, certains châteaux tenaient bon grâce à une inventivité remarquable. Des réserves de grains étaient cachées dans des recoins, des citernes collectaient l'eau de pluie, et même de petits jardins poussaient derrière les murs pour prolonger la survie. Le château tout entier devenait un organisme vivant, s'adaptant à la guerre, à la faim et à la peur. Chaque pierre, chaque tour, chaque couloir participait à la lutte pour la vie. Souvent, l'architecture décidait du sort du siège. Des murs hauts, des remparts inclinés, des escaliers étroits, tout offrait des avantages cruciaux aux défenseurs. Les assaillants étaient canalisés dans des zones mortelles, parfaites pour les flèches, l'huile brûlante et les pièges cachés. Les tours devenaient des armes, les murs des boucliers, et les soldats se fondaient dans la pierre, transformant chaque passage en champ de bataille. Ce n'était pas seulement une question de force brute,
mais de stratégie, de psychologie et d'une parfaite connaissance du terrain. Certains récits défient la croyance. Des châteaux auraient repoussé des armées 10 fois plus nombreuses, des défenseurs seraient sortis de nuit pour détruire les machines ennemies, ou auraient traversé les lignes adverses pour chercher de l'aide. D'autres fois, les assaillants, démoralisés, battaient en retraite après des jours de résistance acharnée, incapables de briser des murs qui semblaient vivants. Histoire et légende se confondent, mais toutes montrent combien ces châteaux étaient pas plus que de la pierre. C'étaient presque des êtres dotés d'une volonté propre. L'élément humain restait pourtant décisif. Le courage, la loyauté et la persévérance faisaient souvent la différence. Chevaliers, soldats et même villageois unissaient leurs forces pour survivre. Une seule décision rusée, un acte héroïque, pouvait prolonger la résistance pendant des semaines. Parfois, des familles entières participaient, prouvant que la vie dans un château n'était pas qu'une affaire militaire. C'était une affaire de communauté et de solidarité. Ces expériences façonnèrent les châteaux à venir. Les leçons tirées des sièges inspirèrent les architectes. Murs concentriques, passages secrets, défenses superposées, tours mieux placées. Chaque forteresse qui survivait devenait un modèle pour la suivante. Preuve que l'ingéniosité médiévale savait évoluer avec ses défis. Même en ruine, ces châteaux fascinent encore. En marchant parmi les pierres effondrées ou en levant les yeux vers les tours, on imagine la peur, la tension et la bravoure qui emplissèrent ces lieux. L'archéologie confirme ce que les récits suggèrent. Les défenseurs étaient ingénieux, exploitant chaque recoin pour survivre. Granges cachées, escaliers secrets, murs optimisés pour la défense. Tout faisait partie d'un système pensé pour endurer. Ces forteresses n'étaient même pas de simples constructions, c'étaient des monuments à la résistance, rappelant que parfois, la volonté surpasse le nombre. Il faut aussi considérer la dimension psychologique. Un château capable de tenir un long siège envoyait un message clair. L'échec était probable. Chaque pierre résistante, chaque flèche tirée, chaque piège activé rappelait aux envahisseurs que ces murs incarnaient la défiance et la force. Résister à un siège demandait plus que de la puissance. Il fallait du sang-froid, de la ruse et une endurance d'acier. Et surtout, il y avait l'esprit collectif. Les défenseurs ne protégeaient pas seulement la pierre, ils se protégeaient entre eux. Soldats, domestiques, familles, tous participaient à l'effort. Chaque geste comptait. Un garde veillant sans relâche, un cuisinier trouvant un dernier morceau de nourriture, un messager risquant sa vie pour franchir les lignes ennemies. La survie, c'était avant tout une affaire d'humain, d'ingéniosité et de courage partagé. Ces récits rappellent pourquoi les châteaux furent si essentiels dans l'Europe médiévale. Ils n'étaient là pas que des demeures ou des symboles, c'étaient des laboratoires de survie et des théâtres d'héroïsme. Chaque siège enduré, chaque armée repoussée, ajoutait une page à l'histoire de la résilience humaine. Alors, la prochaine fois que tu verras un château dans un livre, sur une colline ou en ruine, souviens-toi que derrière chaque mur se cache une histoire de résistance. Ces forteresses ne servèrent pas seulement à repousser les ennemis, elles mettaient à l'épreuve l'intelligence, le courage et la force d'âme. C'étaient des lieux où l'impossible devenait possible, où la survie se transformait en légende. Les châteaux d'Europe médiévale, à travers leurs sièges et leurs triomphes, restent bien plus que des vestiges. Ce sont des monuments à la détermination, à l'inventivité et à la puissance extraordinaire de l'esprit humain. Des rappels que même face à des assauts sans fin, le courage, la ruse et la persévérance pouvaient faire d'un simple mur de pierre une légende éternelle. Quand la poudre à canon fit son apparition, la fin de l'invincibilité des châteaux. Il fut un temps où les châteaux semblaient intouchables. Leurs épais murs de pierre, leurs hautes tours et leurs défenses ingénieuses, douves, meurtrières, trous de tir, leur donnaient un air d'immortalité. Les envahisseurs pouvaient bien tenter béliers, catapultes ou échelles. Le château, la plupart du temps, résistait. Seigneurs et chevaliers se sentaient invincibles dans leur forteresse, persuadés qu'aucune armée ne viendrait à bout de leur défense savamment construite. Et puis, presque en silence, une force venue de terres lointaines changea tout, la poudre à canon. Il est difficile d'imaginer à quel point cette invention a pu choquer les esprits médiévaux. Imaginez, pendant des décennies, voire des siècles, on avait cru aux murs de pierre comme garants absolus de sécurité. Et soudain, une simple charge explosive suffisait à réduire en miettes ce que l'on croyait indestructible. Les canons, d'abord maladroits et imprévisibles, s'améliorèrent peu à peu
et toute la philosophie de la construction défensive s'en trouva bouleversée. Ces murs, conçus pour résister aux flèches, aux feux et aux machines de siège, devinrent vulnérables face à des explosions capables de pulvériser la pierre et d'envoyer des éclats meurtriers dans toutes les directions. Au début, beaucoup de châteaux tentèrent de s'adapter. On épaissit les murs, on les inclina pour mieux dévier les boulets, on ajouta des murailles extérieures pour absorber les impacts. Les tours furent remodelées et l'on éleva des remblais de terre pour renforcer les points faibles. Des architectes ingénieux expérimentèrent avec des bastions inclinés et des portes renforcées. Pourtant, malgré ces efforts, les principes mêmes qui avaient rendu les châteaux redoutables se voyaient remis en cause comme jamais auparavant. La hauteur, l'épaisseur, les ouvertures étroites, tout ce qui garantissait autrefois la sécurité ne suffisait plus. L'arrivée de la poudre à canon ne transforma pas seulement l'architecture, elle bouleversa toute la stratégie militaire. Autrefois, assiéger un château prenait des mois, demandant patience, ruse et endurance. Avec les canons, un siège pouvait être bien plus court et bien plus destructeur. Des murs que l'on mettait des semaines à entamer pouvaient désormais s'effondrer en quelques jours. L'effet psychologique sur les défenseurs fut immense. Ils ne pouvaient presque plus compter uniquement sur leurs fortifications. Du jour au lendemain, chaque fenêtre, chaque tour, chaque porte pouvait devenir un piège mortel, non plus à cause des armes classiques, mais de l'artillerie capable de redessiner le champ de bataille à chaque détonation. Le changement fut cependant inégal. Certains châteaux, habilement modifiés ou bien situés, survécurent plusieurs décennies encore. Les forteresses côtières, par exemple, adoptèrent des bastions inclinés pour dévier les tirs, tandis que les châteaux de montagne profitèrent de leurs pentes abruptes pour repousser l'ennemi, même à l'ère de la poudre. Mais même les plus solides ne pouvaient plus se prétendre invincibles. L'époque des forteresses imprenables touchait à sa fin, forçant les chefs militaires à repenser tout ce qu'ils savaient sur la défense. La poudre à canon changea aussi la vie à l'intérieur des châteaux. Les défenseurs devaient désormais apprendre à manier les armes à feu, coordonner les tirs et placer les petites pièces d'artillerie. Les chevaliers et soldats durent adopter de nouvelles tactiques, creuser des tranchées, calculer les angles de tir, synchroniser les salves. La vie de garnison se compliqua, mêlant les techniques traditionnelles du combat rapprochées à la stratégie explosive de la guerre moderne. Les gardes, autrefois concentrés sur les meurtrières et les guetteurs, devaient désormais composer avec la menace d'un canon visant directement leurs murs. Ce bouleversement eut aussi un impact social. Pendant des siècles, un château symbolisait le pouvoir absolu et la sécurité. C'était l'incarnation visible de l'autorité d'un seigneur. Mais à mesure que la poudre rendait les murs vulnérables, les châteaux devinrent moins des forteresses et davantage des demeures de prestige. Certains seigneurs commencèrent à investir dans le luxe, privilégiant le confort, les jardins et les décorations plutôt que la défense pure. La forteresse médiévale se transforma peu à peu en résidence noble, un lieu de représentation plus que de résistance. L'effet psychologique sur les assaillants, lui aussi, fut profond. Avant la poudre, attaquer un château relevait de la loterie. Les chances de réussite dépendaient du moral, du climat ou de la loyauté des défenseurs. Avec les canons, les assaillants disposaient enfin d'un avantage décisif. Ils pouvaient frapper fort, vite et avec une certitude nouvelle. Les murs allaient finir par céder. Les batailles devinrent plus rapides, plus violentes, et les longs sièges devinrent rares. L'équilibre entre attaque et défense venait de basculer à jamais. Ce moment de transition entre Moyen-Âge et époque moderne est fascinant. Les canons et la poudre ne sont pas apparus du jour au lendemain. Ils s'imposèrent peu à peu, forçant ingénieurs et stratèges à improviser. Certains châteaux furent renforcés avec des bastions et des remparts inclinés. D'autres furent littéralement pulvérisés en une seule attaque. De ces succès et de ces échecs naquit une vague d'innovation architecturale qui annonçait les fortifications de la Renaissance. Au fond, l'arrivée de la poudre à canon marqua un tournant majeur de l'histoire européenne. Les châteaux, jadis symboles de puissance et d'invulnérabilité, devinrent soudain fragiles. Leurs seigneurs durent repenser leur rapport à la guerre, au pouvoir et à la sécurité. Ce fut une leçon d'humilité pour les uns, une opportunité pour les autres, et un bouleversement pour tous. À la fin de cette ère, l'identité du château avait changé à jamais. Certains devinrent des demeures majestueuses, d'autres tombèrent en ruine. Quelques-uns s'adaptèrent, d'autres disparurent, engloutis par le temps. L'histoire de la poudre à canon nous rappelle qu'aucune forteresse, aussi solide soit-elle,
ne résiste éternellement à l'innovation. Plus tard, nous verrons comment ces châteaux évoluèrent encore, devenant des symboles de prestige, de culture et d'élégance, un voyage fascinant du fer et de la pierre vers la légende, de la forteresse au palais, le château comme symbole de prestige. Tous les châteaux n'ont pas été bâtis pour repousser des envahisseurs. Bien sûr, les murs, les tours et les douves avaient leur importance, mais peu à peu, ils commencèrent à transmettre un autre message. Non plus celui de la survie, mais celui du statut. Les châteaux devinrent plus que des forteresses. Ils se transformèrent en palais grandioses, véritables démonstrations de richesse, de goût et d'ambition. Il est fascinant de penser que la même pierre qui autrefois criait « Gare à toi » pouvait désormais murmurer « Admire-moi ». Au début, les châteaux étaient purement défensifs, des constructions rustiques taillées pour résister aux engins de siège et aux pillages. Mais à mesure que l'Europe se stabilisait, la fonction évolua. Les seigneurs comprirent que leur demeure pouvait être un instrument de prestige autant qu'un rempart. Une forteresse perchée sur une colline disait « Je suis puissant », mais une forteresse ornée de cours majestueuses, de halles richement décorées et de portails sculptés proclamait « Je suis influent, cultivé, inébranlable ». Le passage du donjon au palais fut, d'une certaine manière, une stratégie d'image gravée dans la pierre. La première marque de ce changement, ce fut la taille. Plus grand, c'était mieux. Non seulement des murs plus hauts, mais des ensembles vastes, avec plusieurs cours, des ailes distinctes pour les serviteurs et des pièces réservées à des fonctions précises, salle de banquet, chambre privée, salon d'audience. Chaque espace portait un message. Une grande salle où l'on recevait les nobles n'était pas qu'un lieu pratique, c'était une scène de pouvoir. Les visiteurs ressentèrent la force du Seigneur dans la hauteur des plafonds, dans le son de leurs pas sur la pierre, dans la symétrie des lieux. Le château devenait un théâtre, et chaque invité en était le spectateur. Les intérieurs suivirent cette évolution. Les murs furent couverts de tapisseries, de fresques, d'armoiries. Ces décorations n'étaient pas anodines. Elles racontèrent une histoire, celle des alliances, des victoires, de la lignée. Une tapisserie représentant une bataille ou un mythe glorieux affirmait à la fois la puissance et la culture du maître des lieux. Même le mobilier devint un langage de prestige. Grandes tables sculptées, lits à baldaquins somptueux, trônes surélevés pour signifier la hiérarchie. Dans un monde où la réputation valait autant que la bravoure, les châteaux étaient de véritables cartes de visite monumentales. Les jardins et les terrains environnants évoluèrent aussi. Les fossés défensifs laissèrent place à des étangs d'agrément, à des haies taillées et à des terrasses fleuries. Ces espaces n'étaient plus faits pour repousser, mais pour impressionner. Un visiteur approchant d'un château pouvait d'abord admirer un plan d'eau scintillant ou un jardin géométrique, annonçant le raffinement du lieu. Les seigneurs savaient que l'apparence comptait autant que la réalité. Il fallait que le château inspire respect, avant même qu'on en franchisse la porte. Les chapelles, elles aussi, devinrent plus somptueuses. Dans les premiers châteaux, elles étaient simples et fonctionnelles. Dans les palais, elles devinrent de véritables œuvres d'art. Vitraux colorés, autels dorés, voûtes élancées, tout témoignait d'une piété affichée autant que d'une richesse éclatante. Le Seigneur montrait ainsi que son pouvoir s'étendait du terrestre au divin. Les éléments défensifs ne disparurent pas, ils furent embellis. Les tours se firent élégantes, les créneaux décoratifs, les ponts-levis symboliques. Même les douves, parfois, servirent davantage à la beauté du paysage qu'à la protection. L'enjeu n'était plus seulement « pouvons-nous le défendre ?», mais « est-ce que cela impressionne ?» Le château devenait un décor de pouvoir, une scène où l'architecture jouait le rôle principal. Mais cette évolution n'était pas qu'une question d'ego. Le château-palais devint aussi un outil politique. Une résidence somptueuse inspirait crainte et admiration. Attirait les alliés, consolidait les hiérarchies. Les banquets, les tournois, les réceptions diplomatiques servaient autant à renforcer le prestige qu'à gouverner. Le pouvoir se montrait autant qu'il s'exerçait. Plus un château devenait raffiné, plus il révélait les ambitions de son propriétaire. Certains seigneurs dépensaient des fortunes pour des décorations grandioses, tandis que les ingénieurs militaires prônaient la simplicité. Ce contraste marquait un basculement. L'influence, la réputation et la postérité comptaient désormais plus que la sécurité immédiate. La pierre n'était plus seulement un rempart, c'était une signature. Cette transformation eut un impact culturel considérable.
Les villages voisins prospéraient autour de ces chantiers colossaux, apportant main-d'œuvre et matériaux. Le château devint le cœur de la vie sociale, politique et économique. Il façonnait le paysage et la mémoire collective. À la fin du Moyen Âge, certains châteaux réussissaient à concilier défense et splendeur. Ils restaient solides, mais leur beauté racontait une autre histoire, celle du pouvoir, du goût et de l'ambition. Chaque mur, chaque salle, chaque jardin était un message gravé dans la pierre, un message de grandeur destiné à traverser le temps. Et même si la guerre et la politique finiraient par transformer leur rôle, cette tendance à la magnificence laissa une empreinte durable. Aujourd'hui encore, quand nous admirons un château, nous voyons autant un chef-d'œuvre d'architecture qu'un manifeste de prestige. De la forteresse au palais, les châteaux révèlent une vérité essentielle. Dans l'Europe médiévale, le pouvoir ne se défendait pas seulement, il se montrait. Chaque pierre, chaque tour, chaque salle proclamait l'ambition humaine. La pierre n'était plus qu'un abri ou une arme, elle devenait théâtre, diplomatie et identité, tout à la fois. Seigneur de pierre. Comment le pouvoir a façonné les ciels médiévaux? Quand tu regardes un château perché sur une colline, tu pourrais croire qu'il n'a été bâti que pour repousser les envahisseurs. Mais derrière ces murs se cache une histoire bien plus profonde, celle de l'ambition, de la rivalité et du désir de dominer non seulement la terre, mais aussi le regard de tous ceux qui la contemplaient. Les châteaux n'étaient pas de simples demeures, c'étaient des déclarations gravées dans la pierre, clamant au monde entier qui tenait les rênes du pouvoir. Et dans l'Europe médiévale, ce cri devait être fort, audacieux et impossible à ignorer. À une époque où les royaumes tenaient, grâce à des alliances changeantes et des fidélités fragiles, le château d'un seigneur devenait sa plus grande affiche. Plus les tours étaient hautes, plus les murs étaient épais, plus ils inspiraient respect ou crainte. Chaque pierre lançait un message. « Je suis ici, je commande, ose me défier à tes risques et périls. » Et ces démonstrations n'étaient pas modestes. Les seigneurs rivalisaient entre eux, transformant parfois le paysage lui-même en champ de bataille de prestige. Dans un même village, on pouvait voir une douzaine de châteaux, chacun cherchant à surpasser l'autre par sa hauteur, sa visibilité ou son audace. L'emplacement comptait autant que le design. Les collines, les falaises, les méandres des rivières, tout cela servait non seulement à la défense, mais aussi à marquer le territoire du regard. Un château perché sur une crête n'était pas seulement difficile à attaquer, il était impossible à ignorer. Les voyageurs le voyaient à des kilomètres, dominant la vallée, rappelant à tous qui régnait sur ce coin d'Europe. Même la disposition des bâtiments envoyait un message. D'immenses donjons, plusieurs cours intérieures, de larges enceintes. Tout cela n'était pas seulement pratique, c'était une mise en scène. Chaque ajout murmurait la richesse, l'influence et le goût pour la grandeur du seigneur. Et les seigneurs ne se contentaient pas d'être visibles. Certains faisaient sculpter des détails raffinés, des ornementations complexes et de majestueuses portes pour montrer qu'ils alliaient la force à la sophistication. Une entrée finement taillée ou une tour élégamment proportionnée signifiait que le seigneur avait non seulement les moyens, mais aussi la vision pour façonner le monde à son image. Il ne suffisait pas d'être craint, il fallait aussi être admiré. Ces châteaux étaient autant une question de réputation que de défense. À l'intérieur, l'ambition des seigneurs imprégnait chaque espace. Les grandes salles, les chapelles et les chambres privées reflétaient une hiérarchie stricte. Chaque visiteur, en parcourant ces lieux, ressentait le poids de l'autorité. Des cours animés où s'entraînaient les soldats jusqu'aux vastes salles où se tenaient les festins et les conseils. Le château devenait une véritable mise en scène du pouvoir, orchestrée par la pierre et le mortier, où la disposition des pièces dictait qui importait et qui servait. Parfois, le désir de dominer le paysage poussait à des choix architecturaux audacieux. Tours rondes au lieu de carrés, donjons plus élevés, remparts en surplomb, chaque innovation n'était pas seulement pratique, elle affirmait une maîtrise de la matière et de l'imaginaire. Et dès qu'un seigneur osait une nouveauté, ses voisins répliquaient, lançant une rivalité silencieuse mais farouche, où la pierre devenait champ de compétition. Au fil des décennies, le paysage européen se transforma en un réseau de tours, de murs et de donjons, chacun racontant une histoire d'ambition, de rivalité et d'héritage. Mais le pouvoir n'est jamais éternel. Certaines de ces démonstrations de pierre ont survécu des siècles, d'autres se sont effondrées, laissant derrière elles des ruines qui murmurent encore
l'écho des ambitions perdues. Aujourd'hui, quand on contemple ces tours et ces remparts, on ne voit pas seulement l'architecture médiévale. On entrevoit l'ego, la stratégie et l'audace qui ont autrefois façonné des régions entières. Et nombre de ces châteaux, qui inspiraient jadis crainte et respect, continuent de marquer notre imaginaire du pouvoir médiéval, bien longtemps après que les épées se sont rouillées et que les bannières se sont effacées. C'est un paradoxe fascinant. Les mêmes murs bâtis pour intimider attirent aujourd'hui touristes, photographes et conteurs, tous fascinés par l'héritage de ces seigneurs qui voulaient plier le ciel à leur volonté. La pierre reste debout, mais son sens a changé. Ce qui fut un symbole de domination est devenu un lien tangible, dramatique et profondément humain avec notre histoire. Quand tu vois un château percer l'horizon, souviens-toi, cette tour, ce donjon, ce mur, tout cela a commencé comme une conversation de pierre sur qui pouvait commander la terre et tous ceux qui vivaient dessous. Seigneur de pierre, oui, mais aussi seigneur d'imagination, d'ambition et de récit. Chaque horizon raconte une histoire, et chaque histoire a commencé avec quelqu'un d'assez audacieux, pour s'élever au-dessus de l'ordinaire, gravant sa place dans les chroniques du temps, et sur l'horizon, pour que tous puissent la voir. De la boue à la puissance, les origines en bois des châteaux. Bien avant les immenses murs de pierre et les donjons menaçants qui nous viennent à l'esprit quand on entend le mot « château », il existait quelque chose de bien plus humble et curieusement fragile, qui s'élevait dans le paysage médiéval, le bois. Oui, les tout premiers châteaux n'étaient pas ces forteresses imprenables en pierre, mais de simples structures en bois, souvent entourées de fossés remplis de boue, d'eau ou des deux. C'était brut, pratique et étonnamment ingénieux, prouvant que même au Moyen Âge, les humains savaient transformer les matériaux les plus simples en outils de défense redoutables. Tout a commencé par un besoin urgent. L'Europe était un patchwork de seigneurs en guerre, de chevaliers errants et de paysans agités, et chacun cherchait à protéger son domaine et à affirmer son autorité. La pierre était lourde, coûteuse et longue à rassembler. Le bois, en revanche, était abondant, facile à travailler et rapide à ériger. Un seigneur pouvait marquer son territoire, bâtir une forteresse défensive et commencer à imposer son pouvoir, le tout en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs années. En un sens, ces forteresses de bois étaient un peu les start-up du Moyen Âge, petites, agiles et conçues pour survivre dans un environnement hostile. La plupart des premiers châteaux en bois suivaient le modèle du Motte and Bailey. La motte était une butte artificielle, souvent un simple amas de terre habilement compacté pour former une plateforme surélevée. Au sommet se dressait une tour en bois, parfois de quelques étages seulement, mais suffisante pour observer les alentours et envoyer des signaux d'alerte. Autour de la motte s'étendait la basse-cour, une cour fermée protégée par une palissade en bois et un fossé. La combinaison de la hauteur, des murs et des barrières boueuses rendait l'ensemble étonnamment efficace. Un ennemi pouvait se moquer d'un mur en bois, mais dans la pratique, il le ralentissait, l'obligeait à se concentrer sur des points étroits et donnait aux défenseurs un temps précieux. Les châteaux en bois n'étaient non pas seulement des outils défensifs, c'étaient aussi des symboles de pouvoir. Même un seigneur relativement modeste pouvait afficher sa domination simplement en construisant un. Plus la motte était haute, plus la tour paraissait imposante. Plus le fossé était profond, plus il inspirait la peur. D'une certaine manière, ces châteaux furent là seules les premières tentatives de refléter la hiérarchie sociale à travers le paysage. Paysans, voisins et rivaux pouvaient voir la tour s'élever au-dessus du village et comprendre aussitôt qui commandait. Ce thème réapparaîtra dans les châteaux de pierre, mais ici, tout a commencé avec des bâtons, de la boue et de l'ingéniosité. Bien sûr, le bois avait ses inconvénients. Le feu était une menace constante. Une simple torche ou une flèche enflammée pouvait réduire en cendres une forteresse soigneusement bâtie en quelques heures. La pourriture et le temps étaient d'autres ennemis impitoyables, obligeant les seigneurs à réparer ou même reconstruire régulièrement leurs fortifications. Pourtant, malgré son caractère éphémère, le château en bois restait une solution brillante pour une époque troublée. Sa rapidité de construction et sa flexibilité en faisaient un point de départ idéal pour ce qui allait devenir les grandes forteresses de pierre de l'Europe médiévale. Fait intéressant, ces premières structures en bois ont ouvert la voie à des innovations en architecture militaire. Les problèmes mêmes qu'elles posaient, vulnérabilité au feu, manque de hauteur, besoin d'une meilleure défense, ont poussé à inventer des murs plus épais, des donjons en pierre
et plus tard des tours capables de résister aux machines de siège. En un sens, chaque château de bois, aussi fragile soit-il, servait de modèle à ses descendants plus durables, enseignant des leçons de visibilité, de défense et d'intimidation que les châteaux de pierre allaient perfectionner au fil des siècles. Aujourd'hui encore, on trouve des traces de ce passé de bois, surtout dans les fouilles et l'imagination. Les vestiges de mottes et de basses-cours parsèment encore la campagne européenne, témoignant de l'ingéniosité de ceux qui avaient su transformer des matériaux simples en symboles d'autorité. Certaines reconstitutions existent aussi, permettant aux visiteurs de ressentir concrètement ce que ces forteresses représentaient, exposées aux éléments, mais imposantes, rappelant que même les ressources les plus modestes pouvaient servir à ériger des structures pleines de sens et de puissance. Alors, la prochaine fois que tu t'émerveilles devant la grandeur d'un donjon de pierre ou la complexité d'un château médiéval, souviens-toi que tout a commencé avec du bois, de la boue et l'ingéniosité de seigneurs pressés de se protéger. Ces débuts modestes furent l'étincelle qui alluma des siècles d'innovation architecturale, transformant de fragiles tas de bois en monuments de pouvoir, de stratégie et d'ambition humaine. De la boue à la puissance, l'histoire des châteaux venait tout juste de commencer. L'histoire des châteaux en bois ne parle pas seulement de matériaux, mais d'adaptabilité humaine et de cette volonté farouche de bâtir, défendre et impressionner. Chaque grande forteresse de pierre qui a suivi doit son existence à ces pionniers du bois. Une preuve éclatante que même les débuts les plus simples peuvent mener à des réalisations monumentales. Et même si le feu et la pourriture ont fini par emporter beaucoup de ces structures, l'ingéniosité qui les a fait naître reste un héritage vivant, murmurant encore l'histoire de cette Europe médiévale qui a su s'élever, littéralement, à partir de la terre elle-même. Le donjon majestueux, cœur de force et de mystère. Il y a dans chaque château un endroit qui vous fait penser, c'est ici que réside le vrai pouvoir. Cet endroit s'appelait le donjon, et ce n'était pas juste un autre bâtiment caché derrière les murs, c'était le cœur même de la forteresse, une tour capable de faire hésiter même l'envahisseur le plus audacieux. Certains étaient si hauts et impressionnants qu'ils semblaient presque vivants, dominant la terre alentour tels des géants de pierre veillant en silence pour l'éternité. Mais le donjon n'était pas seulement là pour en imposer, c'était le lieu où la vie, la stratégie et les secrets se mêlaient dans un espace impénétrable. Bien avant que les châteaux ne deviennent les vastes complexes que l'on imagine aujourd'hui, le donjon en était l'encre. Imaginez une imposante structure de pierre s'élevant au-dessus des remparts, ses murs si épais qu'ils pouvaient encaisser les plus puissantes machines de siège de l'époque. À l'intérieur vivait le seigneur, sa famille, et souvent ses soldats les plus fidèles. L'idée était simple, si tout le reste tombait, le donjon devait tenir, ultime bastion de survie et de commandement. Mais il ne s'agissait pas seulement de force brute. Son architecture était ingénieuse, comme si chaque recoin, chaque escalier en colimaçon et chaque meurtrière avaient été pensés pour garantir l'échec de l'ennemi. À l'intérieur, l'atmosphère contrastait totalement avec la menace extérieure. Le donjon mêlait vie domestique et rigueur militaire. Les couloirs de pierre résonnaient de pas pressés, de chuchotements stratégiques et parfois des rires nerveux d'enfants grandissant avec la conscience que ces murs pouvaient tuer. Les pièces s'imbriquaient comme un puzzle secret. Les chambres étaient dissimulées derrière des murs épais, tandis que les postes de garde surveillaient chaque entrée, permettant d'agir avant qu'un intrus ne s'approche trop. La grande salle du Seigneur, souvent située en hauteur, n'était pas qu'un lieu de banquet. C'était là que se prenaient les décisions cruciales, que se nouaient les alliances, et parfois que germaient les trahisons. Mais ce qui rendait le donjon vraiment fascinant, c'était son mystère. Certains cachaient des chambres secrètes et des passages dissimulés qui intriguent encore les historiens aujourd'hui. D'autres abritaient des cachots, non seulement terrifiants, mais utiles, servant à détenir des prisonniers ou à stocker des vivres durant un long siège. Certains donjons étaient dits de véritables labyrinthes, capables de désorienter quiconque s'y aventurait sans guide. Et plus on montait, plus la vue devenait à la fois isolée et majestueuse. Depuis le sommet, on voyait à des kilomètres chaque chemin surveillé par des archers ou des sentinelles attentives. Le génie architectural du donjon est difficile à surestimer. Chaque choix avait un but précis. Les tours rondes réduisaient les angles morts et déviaient les projectiles. Les murs massifs absorbaient les chocs, et les escaliers étroits donnaient l'avantage aux défenseurs connaissant les détours.
Même les fenêtres étaient pensées stratégiquement. De fines meurtrières permettaient de tirer en restant à couvert, tandis que les ouvertures plus larges à l'étage laissaient entrer la lumière sans compromettre la sécurité. Certains donjons cachaient eux-mêmes des chambres secrètes dans leurs fondations, des pièces destinées à dissimuler des trésors ou à stocker des armes pour une contre-attaque. La vie à l'intérieur du donjon était un étrange équilibre entre confort et vigilance constante. Les serviteurs se hâtaient dans les couloirs avec des plateaux, tandis que les soldats montèrent la garde jour et nuit. Chaque son avait une signification. Un grincement de porte pouvait annoncer un invité ou un espion. Un cri pouvait signaler un ennemi approchant. Et malgré cette tension permanente, la vie quotidienne suivait son cours. On partageait les repas, on célébrait, on priait. Le donjon n'était pas qu'un ouvrage militaire, c'était une maison, une cour, parfois même une scène d'intrigue. Le donjon envoyait aussi un message clair. De l'extérieur, il incarnait une autorité indiscutable. Sa masse imposante en disait plus sur le pouvoir que n'importe quel mot. Quiconque approchait d'un château remarquait d'abord le donjon, dominant tout le reste. Une déclaration gravée dans la pierre. Le seigneur ici présent n'était pas à défier. C'était un symbole autant qu'une menace, à la fois avertissement et défi. Alors, quand vous pensez aux châteaux médiévaux, souvenez-vous, le donjon n'était pas un simple bâtiment. Il en était le cœur, le lieu où la force, la stratégie et le secret se rejoignaient. Et même si, plus tard, les châteaux s'étendirent et se complexifièrent, le donjon resta leur âme, la partie capable de résister aux sièges, aux intrigues et au passage des siècles. Ces mystères murmurant encore à travers les ruines, rappelant les vies vécues, les batailles livrées et les secrets jamais dévoilés. C'est la partie du château qui nous rappelle pourquoi ces géants de pierre inspiraient à la fois la peur, le respect et l'imagination. Le donjon n'a jamais été seulement fait de pierre et de mortier. C'était le pouvoir rendu tangible, un témoin silencieux de l'histoire, dressé face au temps, défiant quiconque d'en percer tous les secrets. Les tours de veille, espionnage, signaux et gardiens silencieux. Il y a une partie du château que l'on pourrait traverser sans y prêter attention. Ces hautes et fines tours qui s'élèvent comme des sentinelles silencieuses au-dessus des murs. Mais elles n'étaient pas là pour faire joli. Elles étaient les yeux et les oreilles du château, son réseau secret d'intelligence bien avant que quiconque n'imagine des caméras ou des alarmes. Imaginez-vous au sommet, le vent fouettant vos cheveux, scrutant à perte de vue forêts et champs pour y déceler le moindre signe de danger. Cette vue, c'était du pouvoir, littéralement. Celui qui contrôlait la tour détenait la connaissance du territoire. La vie médiévale était imprévisible, dangereuse et changeait vite. Des raids pouvaient surgir à l'improviste, des armées avançaient sous le couvert de la nuit, et des rébellions éclataient à l'intérieur même des murs. La tour offrait un point de vue qui rendait tout cela gérable. De là-haut, les guetteurs pouvaient repérer la fumée d'un village attaqué, l'éclat du métal d'un ennemi approchant, ou même les signes discrets d'une trahison entre les murs. Ces tours n'étaient pas que des constructions de pierre. Elles formaient dans le service de renseignement du château, la première ligne de défense contre la surprise. Mais les tours ne servaient pas qu'à espionner. Elles étaient aussi des centres de communication. Imaginez un système de signaux lumineux ou de drapeaux traversant des kilomètres, une sorte de réseau social médiéval. Un château pouvait prévenir un autre d'un danger sans même envoyer de messagers. De la fumée le jour, des torches la nuit, ou des boucliers reflétant la lumière du soleil. Tout cela permettait de communiquer en silence. Cette rapidité d'alerte pouvait faire la différence entre une défense réussie et un désastre total. C'était discret, mais redoutablement efficace. À l'intérieur, la vie des guetteurs n'avait rien de luxueux. Ils vivaient dans des espaces étroits et sombres, exposés au vent glacial de l'hiver et à la chaleur étouffante de l'été. Leur devoir exigeait une attention sans faille. Manquer un signal ou un mouvement lointain pouvait être fatal. Pourtant, ces gardes restaient souvent des héros méconnus. Leur vigilance silencieuse permettait aux chevaliers, seigneurs et serviteurs de poursuivre leur quotidien, sans se rendre compte que les yeux du château ne se fermaient jamais. Architecturalement, les tours étaient fascinantes. Leur hauteur seule imposait le respect, avertissant quiconque s'approchait que l'assaut serait périlleux. Mais leur conception avait aussi une logique défensive. Des fenêtres étroites et des meurtrières permettaient d'observer ou de tirer sans s'exposer. Les escaliers en colimaçon, souvent tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, donnaient l'avantage aux défenseurs droitiers, si les assaillants tentaient de gravir la tour.
Chaque pierre, chaque angle faisait partie d'un calcul militaire affiné par des siècles de guerre de siège. Fait intéressant, le regard de la tour ne se tournait pas seulement vers l'extérieur. Certaines comportaient des balcons intérieurs ou de petites chambres permettant d'observer ce qui se passait à l'intérieur même du château. Serviteurs suspects, nobles rivaux ou marchands de passage pouvaient être surveillés discrètement. La tour n'était pas qu'un outil militaire, elle servait aussi à maintenir le contrôle politique du seigneur sur son domaine. Et le rôle des tours évolua avec le temps. Les premiers châteaux médiévaux avaient des tours plus simples, de simples postes de guet. Mais au fil des siècles, elles devinrent plus hautes, plus solides, mieux intégrées dans la défense du château. Elles travaillaient en coordination avec les remparts, le donjon et les courtines, formant un réseau défensif imbriqué. On pourrait les comparer à des nœuds d'un système de sécurité médiéval, chacun étendant la portée du pouvoir du château. La prochaine fois que vous verrez un château avec ses tours perçant le ciel, pensez à l'histoire qu'elle raconte. Ces tours ont observé, attendu et communiqué en silence, déterminant la survie et la stratégie bien avant l'existence de la surveillance moderne. Et elles n'étaient pas que des outils, elles étaient des symboles, rappelant à quiconque osait défier le château que chaque mouvement pouvait être vu. Au bout du compte, les tours étaient bien plus que des flèches de pierre. Elles étaient des gardiennes silencieuses, des messagères et des instruments de pouvoir. Elles relièrent le château au monde extérieur tout en gardant un œil vigilant sur tout ce qui se passait à l'intérieur. Leur histoire nous rappelle que parfois, les armes les plus puissantes sont celles qu'on ne remarque presque pas, celles qui, du haut de leur sommet, ont façonné l'histoire en silence. Ponts-levis et pièges mortels, des portes qui tuaient les envahisseurs. Approchez-vous de l'entrée d'un château médiéval. Que voyez-vous? Une immense porte en bois, peut-être renforcée de fer, semblant n'être qu'un simple passage. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'était pas une entrée ordinaire, c'était un piège calculé, un couloir de mort conçu pour transformer la confiance des envahisseurs en panique. Les ponts-levis, les herses et les pièges cachés n'étaient pas seulement pratiques, ils étaient des armes psychologiques. C'était la première épreuve qu'un ennemi devait affronter, et bien souvent, la dernière erreur qu'il commettait. Les ponts-levis étaient la menace la plus évidente. À première vue, cela paraît simple, un pont au-dessus d'un fossé. Mais chaque détail était pensé pour la défense. Beaucoup pouvaient être relevés en quelques secondes, coupant toute voie d'accès et précipitant les assaillants dans l'eau en dessous, parfois même sur des pieux dissimulés ou dans des fossés boueux où ils s'enlisaient. Certains ponts-levis étaient contrebalancés par d'énormes mécanismes de fer, permettant aux défenseurs d'activer une surprise mortelle, sans même être présents, et le bruit assourdissant d'un pont-levis se refermant. Ce son seul suffisait à semer la peur dans les rangs d'un bataillon, sachant que le château venait tout juste de se transformer en piège. Les herses constituaient une autre couche d'horreur. Ces grilles de fer pouvaient tomber à une vitesse terrifiante, emprisonnant les ennemis dans de longs couloirs étroits. Imaginez un groupe de soldats avançant, persuadés d'avoir enfin franchi les murs, pour se retrouver soudainement piégés sous une grille hérissée de pointes descendant du plafond. La panique se propageait plus vite que les flèches ne volaient, et cette panique faisait partie du plan. Une fois la peur installée, même les plus courageux finissaient souvent par commettre des erreurs fatales. Au-delà des ponts-levis et des herses, il y avait des pièges cachés, dissimulés dans le sol, les murs ou même les escaliers. Certains châteaux avaient des trous de meurtre au-dessus des entrées, d'où l'on versait de l'huile bouillante, des pierres ou des flèches sur les envahisseurs. D'autres avaient des planchers piégés ou des fosses dissimulées, prêtes à engloutir quiconque posait le pied au mauvais endroit. Chaque château possédait sa propre personnalité de danger, un mélange unique de ruses rendant chaque approche imprévisible. Les attaquants ne pouvaient pas compter uniquement sur la force brute, ils devaient deviner les secrets du château, et se tromper signifiait souvent mourir. Les défenseurs adoraient se combiner ces pièges. Un ennemi pouvait survivre à la première herse pour tomber aussitôt sur une rampe piégée recouvrant des pointes, pendant qu'une pluie de flèches descendait des meurtrières. Chaque pas devenait un pari, chaque erreur amplifiait le chaos. Il ne s'agissait pas seulement de tuer, il s'agissait de contrôler le champ de bataille, de ralentir l'ennemi, d'épuiser son énergie et son moral avant même qu'il n'atteigne les murs. Fait intéressant, ces dispositifs n'étaient pas seulement offensifs, ils protégeaient aussi ceux qui vivaient à l'intérieur. Les ponts-levis pouvaient isoler totalement le château, protégeant soldats, familles et trésors. Les pièges secrets empêchaient les infiltrations
et la réputation d'une entrée mortelle suffisait souvent à décourager une attaque prolongée. Un système de portes bien conçu pouvait dissuader un siège avant même qu'il ne commence. Preuve que parfois, la peur est la meilleure défense. Certains châteaux faisaient preuve d'une imagination redoutable. Par exemple, un pont pouvait sembler solide mais s'effondrer sous le poids, ou une entrée pouvait tourner brusquement pour guider les assaillants dans une zone de tir mortel. Ce mélange d'ingéniosité, de mécanique et d'un brin de cruauté transformait les entrées de châteaux en véritables champs de bataille miniatures, conçus pour maximiser l'avantage du défenseur tout en minimisant les risques. Bien sûr, toutes ces défenses fonctionnaient en harmonie avec le château lui-même. Tours, murs et donjons offraient des points d'observation et de tir, coordonnés avec les pièges pour frapper au moment parfait. Un pont-levis n'était jamais juste un pont. Il faisait partie d'une chorégraphie complexe, soutenue par des gardes silencieux, des signaux discrets et le génie de l'ingénierie médiévale. Alors, la prochaine fois que vous verrez une entrée imposante de château, souvenez-vous, ce qui paraît n'être qu'une simple porte était en réalité un labyrinthe calculé de morts. Les ponts-levis et les pièges mortels n'étaient même pas faits que de pierre et de bois. Ils incarnaient la première leçon pour tout envahisseur. Un château ne se contentait pas d'attendre l'attaque, il se défendait, intelligemment, implacablement, et souvent en silence, bien avant que la première épée ne soit tirée. Plus tard, nous verrons comment les défenses naturelles, comme les douves et les marais, ajoutaient une couche supplémentaire à ce cocktail mortel, rendant les châteaux presque intouchables. Catapultes et boules de feu, quand les châteaux faisaient face au siège, le calme d'un matin médiéval pouvait se transformer en cauchemar en un instant. Un moment plus tôt, les murs du château baignaient dans la lumière, majestueux et immobiles. Le suivant, la terre tremblait, et un grondement assourdissant emplissait l'air. Des pierres, des débris enflammés et des morceaux de métal tordus pleuvaient du ciel. Bienvenue dans le monde des sièges, là où catapultes et boules de feu transformaient seules les forteresses en champs de bataille, mettant à l'épreuve l'ingéniosité des défenses médiévales. De loin, les châteaux semblaient invincibles, avec leurs murs de pierre et leurs larges douves. Mais aucune forteresse ne pouvait résister éternellement à l'ingéniosité des assaillants. Les engins de siège étaient les grands égalisateurs de la guerre médiévale. Catapultes, trébuchets et mangonneaux lançaient d'énormes rochers capables d'écraser les portes ou d'arracher les pierres des murs. Les boules de feu, trempées dans de la poix ou de l'huile, semaient le chaos, transformant les structures en bois en pièges mortels. Chaque tir, chaque lancer visait à exploiter la moindre faiblesse du château, à faire payer cher chaque pierre de la forteresse. Ce qui était fascinant, c'est que les sièges étaient autant une question de stratégie et de psychologie que de force brute. Les défenseurs, voyant l'ennemi s'amasser à l'horizon, se préparaient. Les archers prenaient sa place derrière les meurtrières, prêts à abattre quiconque s'approchait trop. On faisait chauffer de l'huile, on empilait des pierres, on bandait les arcs. Mais les assaillants, eux aussi, faisaient preuve d'une précision remarquable. Les ingénieurs calculaient distance, angle et poids avec soin, parfois pendant des jours, pour s'assurer que leurs engins atteindraient leur cible. Chaque siège ressemblait à un film dramatique tendu. Imagine les défenseurs du château, le souffle coupé, regardant une énorme pierre fendre le ciel, priant pour que leurs murs tiennent. Les trébuchets ennemis gémissaient sous la tension, chaque tir lançant un message clair. Nous ne partirons pas tant que ce qui est à toi ne sera pas à nous. Ce n'était pas seulement une question de destruction, mais de domination, une démonstration de puissance destinée à briser les murs et les esprits. Et quand les boules de feu passaient au-dessus des remparts, allumant les toits et les tours, la panique se propageait souvent plus vite que les flammes. Mais les châteaux, avec leurs murs de pierre, leurs passages secrets et leurs défenses ingénieuses, rendaient les sièges loin d'être simples. Les défenseurs utilisaient des couloirs étroits, des meurtrières verticales ou des tunnels d'évasion pour contre-attaquer. Chaque mur résistant forçait les assaillants à innover, construire de plus grands trébuchets, creuser des tunnels ou instaurer des blocus pour affamer le château. Le siège devenait alors un jeu mortel de patience, d'intelligence et d'endurance. Et pourtant, tous les sièges ne reposaient pas uniquement sur la destruction. Parfois, la peur suffisait. On lançait des carcasses enflammées ou des animaux malades par-dessus les murs pour effrayer ou décourager ceux à l'intérieur. La guerre psychologique devenait une arme aussi redoutable que le feu ou la pierre. Malgré tout, les défenseurs faisaient preuve d'un courage et d'une inventivité incroyables. Ils versaient
des liquides bouillants, lançaient leurs propres projectiles et retournaient sur parfois la situation. Certaines batailles s'éternisaient des semaines, voire des mois, dans un bras de fer incessant. Lorsque la poudre à canon arriva en Europe, les tactiques de siège changèrent à nouveau. Mais l'époque des catapultes et des boules de feu laissa une empreinte durable. Chaque mur de pierre encore debout, chaque ruine dominant une vallée, raconte l'histoire de ces combats acharnés. L'ingéniosité des assaillants et des défenseurs a défini tout le Moyen Âge, dans un équilibre permanent entre la création et la destruction. Les châteaux n'étaient pas seulement des demeures, c'étaient des forteresses d'endurance, et les sièges, la plus rude des épreuves. Chaque tir, chaque boule de feu, chaque mur tremblant faisait partie d'un drame de survie, de pouvoir et de stratégie. Et aujourd'hui encore, en imaginant le ciel traversé par des projectiles enflammés, on peut presque ressentir la tension, la peur et la géniale inventivité qui ont marqué la guerre médiévale. Les châteaux ont affronté les sièges, oui, mais en leur survivant, ils sont devenus des symboles intemporels de résilience, d'ingéniosité et de détermination humaine. Meurtrières et trous meurtriers, de petites ouvertures, des conséquences fatales. Toutes les armes mortelles d'un château médiéval ne balançaient pas au bout d'une corde, ni ne grondaient depuis une catapulte. Parfois, les outils les plus redoutables étaient ces minuscules, presque invisibles. C'est là qu'entrent en scène les meurtrières et les trous meurtriers, ces petites ouvertures discrètes dans les murs ou les plafonds qui pouvaient transformer une armée d'envahisseurs en désastre avant même qu'elle ne franchisse la porte. Ce sont les héros méconnus de la défense des châteaux, des inventions ingénieuses qui faisaient de chaque pas vers les murs une marche vers le piège. Les meurtrières, aussi appelées archères, paraissent inoffensives vues de l'extérieur, de simples fentes verticales taillées dans la pierre. Mais elles étaient tout sauf décoratives. Par ces fentes, les archers pouvaient tirer en arc large, tout en restant presque entièrement protégés. Leur conception était géniale. À l'intérieur, la fente s'élargissait comme un entonnoir, offrant aux défenseurs un vaste champ de vision. À l'extérieur, les assaillants ne voyaient qu'une mince fissure, presque impossible à viser. C'était un parfait exemple de l'esprit médiéval. Efficacité, protection et intimidation réunies dans quelques centimètres de pierre. Mais les meurtrières n'étaient qu'un début. Imagine traverser la cour d'un château en plein siège, croyant que le pire est derrière toi, puis lever les yeux et apercevoir de sombres ouvertures au plafond. Ce sont les trous meurtriers, d'autres dispositifs aussi discrets qu'effrayants. Par eux, les défenseurs pouvaient laisser tomber des pierres, de l'eau bouillante, de l'huile brûlante, voire tirer des flèches sur quiconque osait pénétrer. L'effet de surprise était dévastateur. En une seconde, un soldat ennemi passait du calme à la panique, esquivant les projectiles ou glissant dans les liquides répandus. Les trous meurtriers transformaient même la cour la plus sûre en entonnoir fatal, prouvant que les architectes médiévaux maîtrisaient autant la psychologie que la physique. Combinés, les meurtrières et les trous meurtriers formaient une défense à plusieurs niveaux, rendant l'assaut d'un château bien plus qu'un simple test de force. Chaque pas devenait dangereux. Impossible de foncer tête baissée. Il fallait surveiller chaque angle, chaque ouverture, chaque menace cachée au-dessus ou autour de soi. C'est fascinant de voir comment des éléments si simples pouvaient multiplier la puissance défensive d'un château. Et ils n'étaient pas figés. Ils évoluaient au rythme des nouvelles techniques de siège. À mesure que les archers devenaient plus précis et les machines de guerre plus puissantes, ces ouvertures furent ajustées, inclinées et renforcées pour garder leur efficacité meurtrière. À l'intérieur, leur utilisation demandait entraînement et stratégie. Les archers devaient connaître parfaitement les lignes de tir, les distances et les angles, tandis que les soldats, postés sous les trous meurtriers, devaient coordonner leurs actions avec ceux sur les remparts. Ce n'était pas le chaos, mais une défense minutieusement chorégraphiée. Le château devenait une scène, et chaque flèche, chaque projectile lâché était un mouvement calculé, destiné à user, désorienter et terroriser l'ennemi avant même qu'il n'atteigne la porte principale. Ces ouvertures envoyaient aussi un message implicite. À quiconque levait les yeux vers un mur de château, ces fentes étroites et ces trous sombres rappelaient un danger omniprésent. Elles disaient, en pierre et en ombre, « Nous te voyons, nous contrôlons cet espace. Un faux pas, et tu ne vivras pas pour le regretter. » Même sans combat, l'architecture elle-même intimidait, une arme psychologique aussi puissante qu'une catapulte. Et même si ces détails paraissent mineurs face aux murs massifs ou aux grands donjons, ils étaient souvent décisifs.
Quelques défenseurs utilisant ces dispositifs avec habileté pouvaient retenir toute une armée, gagner un temps précieux, voire provoquer une retraite. Fait intéressant, ces éléments s'intégraient comme parfaitement au reste de la structure. Ils fonctionnaient de concert avec les créneaux, les tours et les donjons, formant un système de défense complet. En quelque sorte, les meurtrières et les trous meurtriers étaient les yeux et les mains du château, permettant aux défenseurs d'agir sur l'ennemi, tout en restant presque intouchables. Et, comme les donjons dont nous avons parlé précédemment, leur présence révèle l'état d'esprit des bâtisseurs médiévaux. Chaque pierre pouvait devenir une arme, chaque recoin un atout, chaque choix de conception un mélange d'art et de stratégie. Alors, la prochaine fois que tu observes le mur d'un château, ne te contente pas d'admirer sa hauteur ou son épaisseur. Regarde de plus près. Ces petites fentes et ces sombres ouvertures sont des murmures du passé, des rappels que, dans le monde médiéval, le pouvoir se cachait souvent dans les détails, et que la survie dépendait des yeux perçants et des esprits rusés de ceux qui défendaient leur demeure de pierre. Les meurtrières et les trous meurtriers n'étaient pas de simples curiosités architecturales, c'était de la poésie létale, transformant le château en piège, en message et en véritable leçon de maîtrise de l'espace et de la peur. La vie derrière les remparts, chevaliers, serviteurs et drames cachés. Quand on pense à un château médiéval, on imagine facilement ses hautes murailles, ses batailles rugissantes et ses sièges prolongés. Mais à l'intérieur de ces fortifications, la vie racontait une toute autre histoire. Désordonnée, imprévisible et profondément humaine. Derrière les murs de pierre, loin des flèches et des boulets enflammés, s'activait un monde de serviteurs courant chercher de l'eau, de cuisiniers maniant d'immenses chaudrons et de chevaliers astiquant leurs armures sous la lueur tremblante des torches. C'était un chaos organisé, régi par des routines aussi strictes qu'un ordre militaire, mais plein de drames dignes des guerres menées dehors. Les chevaliers n'étaient pas seulement des guerriers, c'étaient les célébrités de leur époque, formés au combat, à l'étiquette et à l'art d'afficher leur puissance. Pourtant, loin des regards, beaucoup luttaient contre l'ennui, la rivalité et la tension d'une vigilance constante. Quand ils ne s'entraînaient pas ou ne montaient pas à la garde, on les trouvait dans les cours d'exercice, s'affrontant, se vantant, se moquant, parfois cherchant subtilement à gagner la faveur de leur seigneur. La vie derrière les remparts n'avait rien de glamour, elle était tendue, compétitive et pleine d'imprévus. Et puis, il y avait les serviteurs. La vie du château reposait entièrement sur eux, et ils portaient souvent tout le poids du quotidien sur leurs épaules. Certains préparaient d'énormes repas pour des dizaines de personnes, d'autres lavaient d'épaisses étoffes dans le froid mordant de l'hiver. Ils glissaient dans les couloirs sombres, invisibles mais indispensables, courant d'une tâche à l'autre, transmettant des messages, et parfois gardant des secrets que personne d'autre ne devait savoir. Une lettre mal transmise, un ordre oublié ou un petit acte de sabotage pouvait secouer tout le château comme un tremblement discret. Les remparts eux-mêmes vivaient au rythme des interactions humaines. Les soldats patrouillaient, les guetteurs scrutaient l'horizon depuis les tours, et les gardes échangeaient rumeurs et plaisanteries, tout en restant sur le qui-vive. Chaque couloir, chaque escalier, chaque recoin caché abritait ses histoires. Amour secret, trahison murmurée, amitié forgée sous la pression de la vie médiévale. On pouvait passer devant une salle de banquet pleine de rires, puis tomber quelques pas plus loin, sur un conseil stratégique où se préparait vengeance ou guerre. Le drame, petit ou grand, faisait partie du souffle même du château. Les enfants n'étaient pas épargnés. Les fils et filles de seigneurs apprenaient très tôt les règles de la hiérarchie et les codes du savoir-vivre, sous l'œil sévère de tuteurs et de gouvernantes. Ils jouaient dans les cours, toujours surveillés, imitant parfois les chevaliers ou les batailles, apprenant des leçons à la fois symboliques et pratiques. Et même dans cet apprentissage rigide, de petites rébellions s'invitaient, friandises volées, jeux interdits, chuchotements complices, autant d'éclats de vie au milieu de la discipline. La nourriture et les fêtes apportèrent un souffle de joie entre les murs, les cuisines étaient en effervescence, et les festins transformèrent le château en un lieu de spectacle et de célébration. Musique, danse et récits animèrent les soirées, offrant quelques instants de répit au milieu du devoir, de l'entraînement et de la vigilance. Pourtant, même ces réjouissances servaient à la politique. On y consolidait des alliances, on y réglait des querelles, et chacun restait conscient de sa place dans l'échiquier social du château. Il y avait aussi les drames invisibles de la logistique. L'approvisionnement en eau, en bois ou en vivres demandait une attention constante.
Un feu de cuisine, une épidémie ou une pénurie pouvaient bouleverser le quotidien en un instant. Les défenseurs du château devaient gérer à la fois les menaces extérieures et les désordres intérieurs, souvent avec une ingéniosité remarquable. Serviteurs et soldats devaient improviser, trouver des solutions et maintenir le calme apparent d'un lieu toujours sur le fil du désastre. Même l'architecture influençait la vie. Les couloirs étroits, les escaliers secrets, les chambres exiguës créaient autant d'occasions pour les confidences que pour les complots. Ce n'était pas seulement la pierre qui faisait le château, mais les gens qui le parcouraient, chacun jouant un rôle dans un réseau vivant d'ambition, de devoirs et d'intrigues. Ainsi, derrière chaque tour et chaque rempart se cachait un monde vibrant, parfois chaotique, mais profondément humain. Les chevaliers s'affrontaient et complotaient, les serviteurs s'affairaient dans les ombres, et chaque recoin abritait une histoire prête à éclater. La vie derrière les remparts était un équilibre fragile, entre devoir, danger et désir, aussi captivant qu'un siège ou une conquête. Et bientôt, nous plongerons dans un autre mystère, les passages secrets et tunnels cachés qui ajoutaient encore plus de profondeur à cette vie fascinante et invisible des châteaux médiévaux, symbole de la peur. Comment les châteaux imposaient le pouvoir? Bien avant qu'une bataille ne soit livrée ou qu'une épée ne soit tirée, les châteaux gagnaient déjà la guerre, en silence, simplement par leur présence. Ils étaient bien plus que de la pierre et du mortier. Ils étaient des messages gravés dans le paysage, faits pour impressionner, intimider et rappeler à tous qui détenaient réellement le pouvoir. Imaginez un voyageur solitaire approchant d'une vallée et apercevant un château perché sur une falaise. Ses murs s'élevaient haut, ses tours transperçaient le ciel et ses meurtrières ressemblaient aux yeux d'un gardien éternellement en alerte. Ce sentiment de petitesse, de vulnérabilité, n'était pas un hasard. C'était la première arme du château, la peur. Les seigneurs médiévaux savaient pas que le pouvoir ne dépendait pas seulement des armées ou des armes, mais aussi de la perception. La taille, l'emplacement et la conception d'un château parlaient avant même que quiconque ne prenne la parole. Certains étaient ainsi construits sur des collines ou des falaises, impossibles à ignorer, plaçant littéralement l'autorité au-dessus de tous. D'autres s'étendèrent sur les plaines, leurs murs semblant sans fin, signe de richesse, de main-d'œuvre et d'une puissance capable de repousser n'importe quel défi. Le message était clair, ce n'est pas seulement une demeure, c'est une forteresse, un centre de contrôle, un lieu où la désobéissance pouvait se payer cher. Même l'architecture avait un rôle psychologique. Les hautes courtines, les donjons massifs et les tours inclinées n'étaient pas seulement des innovations défensives, c'étaient des déclarations. Les attaquants comme les voisins comprenaient qu'escalader ces murs relevait de la folie. Et pour ceux qui vivaient aux alentours, le château rappelait chaque jour que la loi, l'ordre et l'autorité venaient de là. Rien que sa vue pouvait inspirer loyauté, soumission ou terreur selon celui qui le regardait. Au-delà de son apparence extérieure, le château utilisait aussi le symbole à l'intérieur de ses murs. Les bannières, les armoiries et les grandes salles affirmaient le statut du seigneur. Les visiteurs étaient ainsi conduits à travers des espaces soigneusement pensés pour rappeler la hiérarchie et le pouvoir. Même les petits détails, une porte monumentale, un pont-levis, une tour dominant tout, murmuraient des messages d'autorité. Chaque meurtrière, chaque créneau, chaque escalier sinueux servait deux objectifs, défendre et impressionner. Le château n'était pas simplement une demeure, c'était une déclaration vivante. Ici, je suis l'autorité. Me défier, c'est risquer ta vie. La peur ne s'adressait pas qu'aux étrangers. À l'intérieur des murs, chacun savait où étaient ses limites. Serviteurs, soldats et même membres de la famille comprenaient qu'une désobéissance pouvait avoir des conséquences sévères. La taille du château elle-même rappelait l'ordre et la hiérarchie. Certains comportaient des cachots visibles, des prisons intégrées, des rappels muets mais glaçants de ce qui arrivait à ceux qui défiaient le pouvoir. L'architecture devenait ainsi un outil de gouvernement. Elle façonnait le comportement, imposait la loyauté et exigeait le respect sans qu'un mot soit prononcé. L'emplacement stratégique amplifiait encore ce pouvoir. Les châteaux dominant des routes commerciales, des passages de rivières ou des vallées fertiles ne contrôlaient pas seulement la géographie, ils contrôlaient les décisions des gens. Paysans, marchands ou seigneurs rivaux devaient calculer chacun de leurs gestes, selon la présence du château. Parfois, le simple fait de savoir qu'une forteresse se trouvait à proximité suffisait à éviter un conflit.
L'effet psychologique de ces colosses de pierre faisait souvent préférer la reddition, la négociation ou le tribut à la guerre ouverte. Et puis il y avait la réputation. Les histoires allaient plus vite que les armées. On racontait des récits de seigneurs cruels, de sièges légendaires, de pièges secrets. Ces histoires, souvent exagérées, renforçaient l'aura de peur entourant la forteresse. Les voyageurs parlaient de châteaux jugés imprenables, de seigneurs aux courroux absolus, de défenses invisibles prêtes à frapper à tout moment. La légende devenait aussi puissante que la pierre. La peur de ce qui pouvait arriver valait autant que des flèches, des catapultes ou de l'huile bouillante. Même les plus petits détails contribuaient à cette intimidation. La silhouette d'un château au coucher du soleil, projetant son ombre sur une vallée, suffisait à inspirer crainte ou admiration. Les créneaux, les tours et les meurtrières donnaient l'impression que des yeux invisibles observaient chaque geste. Les cours intérieures, les arches et les escaliers étaient conçus pour guider le regard vers les éléments les plus impressionnants. Tout, dans un château, rappelait qui régnait ici. Les symboles du pouvoir ne se limitaient pas à l'extérieur. À l'intérieur, les grandes salles et les trônes mettaient en scène la hiérarchie. Les bannières et blasons racontaient ses alliances, les victoires et la lignée du seigneur. Même la disposition des pièces reflétait l'ordre social. Les serviteurs et soldats se déplaçaient dans des zones fonctionnelles, tandis que les nobles vivaient dans des chambres surélevées, richement décorées, avec des vues dominantes. Ces signaux subtils affirmèrent le rang tout aussi clairement qu'une menace d'épée. La peur, en réalité, servait une utilité pratique. Une forteresse imposante pouvait dissuader un conflit avant même qu'il n'éclate. Bien des armées renoncèrent à attaquer en évaluant le risque face à la puissance visible du château. Sa simple présence envoyait un message clair. Ici règne le contrôle, la force et une autorité inébranlable. De nombreux châteaux remportèrent leur bataille, non pas par la guerre, mais par l'intimidation, transformant la perception en une arme redoutable. En projetant le pouvoir à travers l'architecture, l'emplacement, les symboles et la réputation, les châteaux dominaient à la fois les paysages physiques et mentaux. Ce furent des généraux silencieux, capables d'imposer le respect avant même qu'une armée ne marche. Aujourd'hui encore, leurs ruines gardent ce message. Les hautes murailles, les donjons menaçants et leurs positions stratégiques rappellent que le pouvoir ne réside pas toujours dans la force. Parfois, il suffit d'être vu, respecté et craint. En fin de compte, les châteaux n'étaient pas de simples bâtiments militaires. Ils étaient des déclarations taillées dans la pierre, des systèmes d'intimidation et de contrôle savamment orchestrés. Ils transmettaient un message unique et sans équivoque. Ici se tient l'autorité, inébranlable, dominante et éternellement présente. Et tandis que les batailles passaient, le langage silencieux du château, sa forme, sa présence, son existence même, continuait de façonner le monde bien plus efficacement que les mots ou les armées. Génie architectural, ces détails qui déconcertèrent les assaillants. Dans le monde des châteaux médiévaux, les meilleures défenses n'étaient pas toujours les murs les plus épais ou les tours les plus hautes. Le vrai génie se cachait parfois dans les détails, de minuscules choix transformant la pierre et le mortier en un labyrinthe, destiné à épuiser, troubler et démoraliser l'ennemi. Chaque château racontait une histoire, mais les plus ingénieux murmuraient des énigmes de pierre, transformant les assauts en épreuves de confusion et d'épuisement. Et si l'on pense souvent aux remparts et aux créneaux, ce sont ces subtilités calculées qui révèlent la véritable intelligence des fortifications médiévales. Prenez la disposition d'un château, par exemple. De loin, la forteresse pouvait sembler simple, une enceinte carrée ou circulaire. Mais de près, les couloirs s'entremêlaient, comme les chemins d'un labyrinthe. Les assaillants franchissant la porte principale se retrouvaient souvent piégés dans des passages étroits où la visibilité était limitée. Les défenseurs pouvaient frapper de plusieurs côtés, tandis que les envahisseurs ne savaient jamais d'où viendrait le danger. Même les escaliers en colimaçon étaient pensés avec soin. Tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, ils favorisaient les défenseurs droitiers descendant vers les attaquants. Rien n'était dû au hasard. Chaque pierre était un piège calculé. Les portes et les murs étaient aussi des armes mentales. Les châteaux possédaient plusieurs couches de défense, obligeant les envahisseurs à franchir obstacle après obstacle. Les portes fortifiées étaient de véritables pièges, herses tombant soudainement, ponts-levis se relevant, meurtrières permettant de verser de l'huile bouillante ou de tirer des flèches sur ceux pris au piège en dessous. L'emplacement des entrées le comptait tout autant.
Certaines étaient décalées, forçant l'assaillant à tourner brusquement, et parfois à se retrouver coincé dans une cour étroite, cible idéale pour les défenseurs embusqués. Une seule erreur, et la confusion virait au carnage. Les tours jouaient un rôle tout aussi ingénieux. Les tours rondes, plus résistantes que les tours carrées, déviaient les projectiles et étaient plus difficiles à saper. Les tours d'angle offraient des champs de tir croisés, couvrant chaque portion de mur. Pour l'assaillant, approcher d'une tour semblait simple, jusqu'à ce que les projectiles fusent de directions imprévisibles. Ces tours n'étaient pas que des postes de guet, c'étaient des armes psychologiques, rendant chaque approche incertaine et dangereuse. Même les meurtrières étaient de véritables chefs-d'œuvre. Elles permettaient aux archers de tirer tout en restant à couvert, mais de l'extérieur, il était presque impossible de deviner d'où viendraient les flèches. Les trous à machicoulis transformaient un simple passage en piège mortel. Chaque recoin de pierre fonctionnait comme un jeu d'échecs où les défenseurs avaient toujours plusieurs coups d'avance. L'architecture elle-même devenait une arme, semant la peur et la confusion. Certains éléments trompeurs étaient encore plus redoutables, fausses portes, couloirs sans issue, passages secrets, tout était conçu pour désorienter. Des donjons possédaient même des chambres dissimulées ou des voies d'évasion permettant aux défenseurs d'apparaître soudainement ailleurs. Pour les envahisseurs, cela donnait l'impression que le château était vivant, changeant, impossible à cerner. Chaque détour, chaque impasse, alimentait la panique et le doute. Et ce génie ne s'arrêtait pas aux murs, il s'étendait à la nature environnante. Collines, rivières, falaises et terrains accidentés étaient utilisés pour canaliser les assaillants dans des positions désavantageuses. Les douves, marécages et chemins étroits forçaient l'ennemi à avancer lentement sous le feu des défenseurs. La nature devenait une partie intégrante de la stratégie, une forme précoce de guerre environnementale. Toute cette ingéniosité servait aussi à projeter le pouvoir. La complexité du château envoyait un message. Non seulement vous ne le prendrez pas, mais vous ne le comprendrez même pas. Les murs, les tours et les passages secrets affirmaient que le seigneur qu'ils protégeaient était intouchable. Les envahisseurs ne combattaient pas seulement la pierre, ils affrontaient la peur, l'incertitude et la stratégie. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont tout cela s'imbriquait. Un simple couloir pouvait dissimuler escaliers, meurtrières et angles morts, guidant les ennemis vers des zones de tir mortels. Une porte pouvait mener à un cul-de-sac. Même les cours intérieures forçaient les mouvements à suivre des trajectoires précises. Chaque détail travaillait ensemble pour transformer la forteresse en piège vivant. L'architecture médiévale avait aussi une dimension psychologique. Une armée avançant avec confiance pouvait, en quelques minutes, se retrouver désorientée, incapable de comprendre d'où venait le danger. L'esprit devenait un champ de bataille aussi redoutable que les remparts. La peur et la confusion faisaient plus de dégâts que les flèches elles-mêmes. Les châteaux n'étaient donc pas que des bastions de pierre, ils étaient des chefs-d'œuvre de stratégie et d'ingéniosité. Chaque escalier, chaque couloir, chaque tour avait un rôle. Chaque mur défendait, chaque porte trompait, chaque passage testait la logique et le courage. Les envahisseurs entraient pleins d'assurance, mais quelques pas suffisaient à semer le doute. Et ce doute, plus que les armes, scellait souvent leur défaite. Lorsqu'un ennemi comprenait enfin toute l'étendue des pièges, il était déjà trop tard. Ses plans s'effondraient. Ses hommes étaient exténués, et la forteresse semblait presque consciente, anticipant chacun de leurs gestes. Cette alliance entre force, intelligence et psychologie faisait des châteaux médiévaux bien plus que des constructions. C'étaient des œuvres de stratégie pure. Chaque ruine qui subsiste aujourd'hui en est la preuve. Même détruits, les vestiges révèlent la logique cachée de leurs concepteurs. Chaque pierre raconte l'histoire d'une planification minutieuse et d'une maîtrise du terrain. Leur génie n'était pas flamboyant, mais silencieux, précis et terriblement efficace. Ces forteresses transformèrent l'architecture en stratégie, les murs en énigmes et la peur en armes. Les châteaux médiévaux nous rappellent que le génie ne se voit pas toujours. Parfois, les défenses les plus intelligentes sont celles qui attendent, invisibles, prêtes à troubler, piéger et dominer quiconque ose attaquer. Et c'est sans doute là, plus que dans la force brute, que réside le véritable héritage du génie architectural de ces géants de pierre. Châteaux perdus et ruines hantées, échos de la vie médiévale. Il y a quelque chose, en parcourant les ruines d'un château abandonné, qui te fait frissonner, qui éveille tes sens et libère ton imagination.
Les murs, à moitié effondrés, murmurent des histoires de vie vécue, de batailles menées et de secrets gardés. Dans ces coins oubliés d'Europe, le temps semble suspendu. La mousse grimpe lentement sur la pierre, les oiseaux nichent dans des tours brisées, et le vent transporte encore l'écho lointain de rires, de cris et de pas qu'on n'a pas entendus depuis des siècles. Les châteaux perdus ne sont pas de simples vestiges architecturaux. Ce sont des portails fantomatiques vers un monde autrefois vivant, désormais disparu, ne laissant que les ombres de sa gloire passée. Beaucoup de ces châteaux n'ont pas été abandonnés à cause des guerres, mais simplement parce qu'ils n'avaient eu plus d'utilité. Le progrès technologique et social les a rendus peu à peu obsolètes. Les murs de pierre capables de repousser les catapultes ne pouvaient rien contre l'ère de la poudre à canon, et les vastes domaines devenaient difficiles à entretenir à mesure que les frontières politiques changeaient. Certains furent délaissés lorsque des familles nobles tombèrent dans la ruine, incapables d'entretenir les armées, les serviteurs et les bâtiments nécessaires à la survie d'une forteresse. Au fil des décennies, puis des siècles, la nature a tout repris. Les jardins furent envahis par les herbes, les douves se changèrent en marécages, et les toits s'effondrèrent, ne laissant que des squelettes de tours et de salles évoquant la grandeur d'autrefois. Ce qui rend ces ruines fascinantes, c'est tout ce qu'elles révèlent encore sur la vie médiévale, même à travers leur délabrement. L'agencement des pièces, l'épaisseur des murs, la position des tours racontent chacun une histoire, stratégie de défense, routine quotidienne, hiérarchie sociale. Dans un donjon en ruine, on peut souvent deviner l'emplacement des cuisines, la grande salle des banquets, ou encore les chambres du seigneur et de la dame. Chaque pierre tombée, chaque poutre brisée devient un indice silencieux sur la manière dont on vivait, travaillait et se protégeait dans un monde plein d'incertitudes. Autour de ces forteresses abandonnées, les légendes et les histoires de fantômes se sont naturellement multipliées, et on comprend pourquoi. Imagine une grande salle sans plancher, au plafond effondré, où les ombres dansent au gré du vent. Dans bien des traditions locales, les châteaux perdus sont devenus les décors d'histoires étranges. La veuve éplorée errant sur les remparts, le chevalier trahi hantant sa grande salle, ou les pleurs d'enfants disparus pendant un siège. Ces récits sont peut-être exagérés, mais ils traduisent les émotions profondes liées à ces lieux. Un château n'était pas qu'un assemblage de pierres, c'était un espace plein d'espoir, de peur et de drames humains. L'archéologie ajoute une autre dimension à ce récit empreint de mystère. Les fouilles révèlent souvent des objets oubliés, poteries brisées, armes rouillées, pièces de monnaie ou fragments de lettres. Chaque découverte est une capsule temporelle, un aperçu des vies de ceux qui ont habité, aimé et lutté entre ces murs. Même les objets les plus simples, une cuillère, un éclat d'assiette, racontent l'alimentation, l'économie ou la culture des habitants du Moyen Âge. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans ces découvertes, comme si le passé nous parlait encore à travers les siècles. La géographie de ces châteaux perdus renforce encore leur mystère. Construits sur des collines, des falaises ou des rivières pour des raisons stratégiques, ils étaient souvent difficiles d'accès, une caractéristique qui les a protégés pendant des siècles, mais qui a aussi favorisé leur isolement une fois abandonnés. Les forêts ont recouvert les terres alentours, cachant les ruines au regard. Certains châteaux ont même disparu des cartes et des mémoires, ne survivant que dans les légendes locales. Aujourd'hui, randonneurs, explorateurs et historiens les redécouvrent parfois par hasard, seuls face à un lieu resté intact depuis des centaines d'années. Une rencontre authentique avec les échos du passé. Même en ruine, l'architecture de ces lieux témoigne du génie des bâtisseurs médiévaux. Les arcs gothiques, bien qu'effrités, conservent leur élégance. Les sculptures usées laissent entrevoir la foi, l'art et les symboles d'autrefois. Les techniques de maçonnerie révèlent une compréhension fine de l'ingénierie, même si les matériaux n'ont pas résisté au temps. Certaines ruines montrent encore des traces de défense complexes. Escaliers cachés, meurtrières, restes de herses. Ces détails rappellent que les châteaux n'étaient pas de simples demeures. C'étaient des forteresses, des laboratoires de stratégie militaire et des symboles de puissance. Les châteaux perdus rappellent aussi la fragilité des ambitions humaines. Peu importe leur grandeur passée, le temps finit toujours par triompher. Les générations qui arpentaient leur cours ont disparu, mais les ruines, elles, perdurent, monuments de résilience et d'éphémère. Elles sont à la fois éternelles et fragiles. Leurs pierres résistent des siècles, mais les vies et les histoires qu'elles contenaient ne survivent qu'à travers la mémoire,
la légende ou les fouilles. C'est cette dualité qui rend la visite d'un château en ruine si émouvante. On y ressent le passage du temps et la trace de ce que fut l'humanité. Le tourisme a redonné vie à certaines de ces ruines. Les visiteurs ne viennent pas seulement pour admirer leur beauté mélancolique, mais aussi pour écouter les histoires qu'elles renferment. Les visites guidées, les expositions interactives et les reconstructions partielles permettent d'imaginer la vie médiévale plus concrètement. Certains sites accueillent même des reconstitutions historiques, des foires médiévales ou des chasses aux fantômes, mêlant apprentissage et divertissement. Ce renouveau permet de préserver ces lieux tout en les reliant au monde moderne. Pourtant, malgré la modernité et les visites, le vrai charme des châteaux perdus réside dans leur solitude. Quand tu te tiens dans une salle effondrée ou sur un mur couvert de mousse, tu peux presque entendre les pas des chevaliers, le froissement des robes, les éclats de rire et de peur d'un autre temps. Le vent dans les fenêtres brisées et la lente conquête des plantes donnent à ces lieux une âme, un lien entre hier et aujourd'hui. Même leurs fantômes racontent l'histoire. Les légendes d'esprits et de phénomènes étranges trouvent souvent leur origine dans des faits réels. Trahison, meurtre, siège ou mort soudaine. Ces récits transmis de génération en génération préservent la mémoire émotionnelle des lieux, transformant la pierre froide en témoin vivant du passé. Entre ruines physiques et mémoire orale, ces châteaux possèdent un pouvoir unique, celui de mêler le réel et le mythe. En fin de compte, les châteaux perdus et les ruines hantées nous rappellent que l'histoire est faite de couches. Ce ne sont pas de simples ruines, ce sont des histoires gravées dans la pierre, des leçons d'architecture et des échos de vie disparue. Chaque fissure, chaque tour effondrée, chaque cour envahie de verdure raconte une histoire de survie, d'ambition, de conflit et de communauté. Elle révèle la beauté et la fragilité de la vie médiévale, les triomphes et les tragédies de ceux qui ont habité ces lieux. Se promener aujourd'hui dans un château en ruine, ce n'est pas seulement observer l'histoire, c'est y entrer. Les pierres parlent, le vent murmure, et les ombres chuchotent des siècles de drames humains. Les châteaux perdus, par leur présence troublante, nous invitent à écouter, à imaginer et à nous souvenir que derrière chaque ruine se cache une tapisserie d'expériences humaines, chaotiques, vibrantes et inoubliables. Ils sont les échos intemporels d'un monde disparu, nous invitant à explorer, réfléchir et admirer le courage, la créativité et la complexité de la vie médiévale. Les châteaux aujourd'hui, légendes, tourisme et mystères intemporels. Marche dans les ruelles sinueuses de n'importe quelle ville européenne, et tôt ou tard, ton regard sera attiré vers le haut. Là, il se dresse, une silhouette de pierre découpée sur le ciel, projetant son ombre sur les toits et les rivières, imposante même des siècles après sa construction. Les châteaux ne sont plus les forteresses des rois et des seigneurs, mais leur présence reste indéniable et leur charme irrésistible. Aujourd'hui, ces géants médiévaux sont bien plus que de simples vestiges. Ce sont des récits vivants, emplis de légendes, de mystères et d'un pouvoir d'attraction qui continue de fasciner des millions de visiteurs chaque année. La première chose qui frappe souvent les visiteurs modernes, c'est combien certains de ces édifices sont encore intacts et impressionnants. On s'attend à trouver des ruines, mais nombre d'entre eux semblent presque vivants, défiant le temps. Les murs de pierre s'élèvent toujours, les tours perçant encore le ciel, et les remparts semblent prêts à être défendus. Il y a une étrange continuité. Debout sous une courtine, on croirait entendre encore les échos des batailles, le sifflement des flèches, ou l'attente angoissée des seigneurs espérant que leur forteresse tienne bon. Même les ruines conservent ce poids, cette mémoire d'un passé à la fois grandiose et brutal. Le tourisme moderne a transformé les châteaux en musées vivants, mais pas des musées figés. Ici, on explore, on imagine, on participe. Les visiteurs descendent dans les cachots, montent les escaliers en colimaçon et observent par les meurtrières ce que voyaient autrefois les archers. Chaque pierre raconte une histoire. Certaines murmurent les festins des grandes salles, d'autres les sièges et les peurs, et beaucoup gardent encore leurs secrets. Les guides, souvent de véritables conteurs, redonnent vie à ces lieux en partageant récits de bravoure, de trahison ou de hantise attachés à chaque tour. Les légendes se mêlent naturellement à l'histoire. Certains châteaux sont réputés hantés par des rois trahis ou des chevaliers tombés au combat. D'autres sont liés à des héros dont les exploits ont été embellis au fil des siècles. Ces récits,
qu'ils soient réels ou imaginaires, enrichissent l'expérience du visiteur. Se tenir dans une salle où s'est déroulé un siège célèbre, c'est ressentir un frisson, imaginer le courage, la peur et la tension qui emplissaient cet espace. Peu d'endroits offrent une connexion aussi directe avec le passé. Les châteaux sont aussi de formidables témoins de l'évolution de l'architecture et de l'ingénierie militaire. En les visitant, on peut suivre le cheminement des idées, des douves aux herses, des escaliers défensifs aux passages secrets. Chaque détail, chaque choix de construction était un équilibre entre protection et prestige. Même transformés en jardin ou en cour tranquille, les vestiges de ces stratégies demeurent perceptibles, rappelant la créativité et l'intelligence de leurs bâtisseurs. Le tourisme a également transformé ces lieux en centres culturels dynamiques. Festivals, foires médiévales, concerts, reconstitutions historiques, les châteaux s'animent à nouveau, les enfants s'essaient au tir à l'arc, les adultes assistent à des tournois de chevaliers, et tout le monde découvre, en s'amusant, la vie d'autrefois. Certains châteaux proposent même des expositions interactives, montrant les techniques de siège ou la cuisine médiévale. Grâce à tout cela, ces lieux ne sont plus de simples monuments figés. Ils deviennent des ponts vivants entre passé et présent. Mais au-delà du divertissement, les châteaux jouent encore un rôle économique majeur. Les villages voisins vivent souvent de leur affluence. Hôtels, restaurants et artisans prospèrent grâce aux visiteurs. Ironiquement, les symboles de pouvoir d'autrefois soutiennent aujourd'hui les économies locales. Preuve que l'influence d'un château peut traverser les âges, changeant simplement de forme. Et si les châteaux fascinent toujours autant, c'est parce qu'ils touchent à quelque chose de profondément humain. Ils incarnent à la fois la force et la fragilité, la sécurité et l'isolement. Même si l'on sait que les armes modernes les ont rendus obsolètes depuis longtemps, se tenir dans une grande salle ou marcher sur un rempart procure toujours une émotion particulière. C'est une rencontre avec la créativité, l'ambition et la persévérance humaine. Les légendes des châteaux nourrissent aussi la culture populaire. Films, romans, jeux vidéo s'en inspirent librement, mêlant histoire et imaginaire. Certains sont devenus des icônes mondiales, comme Neuschwanstein en Allemagne ou Édimbourg en Écosse, symboles à la fois de rêve et d'histoire. Même sans les visiter, leurs silhouettes éveillant des histoires et des émotions, brouillant avec délice la frontière entre réalité et mythe. Ces lieux nous amènent aussi à réfléchir sur l'histoire elle-même. Symboles de pouvoir féodal, de guerre et de hiérarchie, ils rappellent la grandeur autant que les conflits de l'humanité. Dans chaque pierre se lisent les couches du passé, victoire, défaite, fête, tragédie. Pour les passionnés comme pour les simples curieux, un château est une leçon vivante sur la stratégie, la politique et la vie quotidienne d'autrefois. Enfin, les châteaux continuent d'inspirer. Artistes, écrivains, photographes y trouvent une source inépuisable d'émotions et d'imagination. Qu'ils soient symboles de force, de rêve ou de mystère, ils incarnent la capacité humaine à créer, à durer et à émerveiller. Au fond, les châteaux d'aujourd'hui sont bien plus que les témoins d'un passé révolu. Ce sont des conteurs vivants, des musées à ciel ouvert, des centres culturels, des moteurs économiques et des sources d'inspiration. Ils relient les siècles, offrant un lien tangible avec le courage, l'intelligence et la créativité humaine. Des légendes murmurées dans leurs couloirs aux expériences interactives dans leurs cours, ils invitent à rêver autant qu'à apprendre. Et même si les épées et les flèches ont été remplacées par les appareils photo et les guides touristiques, leur pouvoir d'émerveillement reste intact. Les châteaux ne défendent plus des royaumes, mais ils continuent de protéger l'imagination, debout comme des symboles éternels de ce que l'humanité peut construire, endurer et chérir. Et voilà qui conclut notre voyage à travers le monde fascinant des châteaux médiévaux, des tours imposantes aux passages secrets, des sièges légendaires aux luttes de pouvoir qu'ils ont abrités. Ces géants de pierre n'étaient pas de simples bâtiments. Ils étaient le reflet de la force, de la stratégie et de la survie dans une époque impitoyable. Si tu as aimé plonger dans les secrets et les histoires de ces forteresses magnifiques, pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures historiques. Active la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et maintenant, dis-moi, quelle histoire de château t'a le plus captivé ou quel secret caché aimerais-tu explorer? Laisse un commentaire ci-dessous, je les lis tous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour continuer à percer les mystères de l'histoire.